Le garçon dodu balança l'épée avec force. Il ne voulait plus être ignoré. Mais, distrait, il trébucha sur son gras et l'épée lui transperça le ventre. C'est ainsi qu'on inventa la chirurgie bariatrique. Il ne mourut pas, ou peut-être qu'il le fit, mais ce gras va devenir un prince impitoyable et monstrueusement fort. Il va battre son frère à plat et même se fiancer à une belle elfe millénaire. En plus d'être belle, elle est l'une des plus fortes du royaume. Après ce jour avec l'épée, il changea complètement. Vous voulez savoir pourquoi? Le vrai protagoniste, c'est l'épée qui a transpercé le garçon, pas le dodu. Elle a eu de nombreux propriétaires pendant des siècles. C'était l'épée qui forgeait les héros des histoires du monde. En chemin, il se fit un ami, un garçon d'un village rural nommé Lien-Berger. Ensemble, ils accomplirent l'impossible, vaincre un dragon géant des montagnes gelées. Après cela, Lien-Berger devint le souverain du pays. Pendant ce temps, Gruan, l'épée légendaire, était rangée avec la demande de son ami de veiller sur ses descendants. Il se réveilla alors qu'un idiot la faisait tournoyer. Le gros cria qu'il serait le maître de l'épée et la balança violemment. Mais Gruan, en utilisant son pouvoir, comprit qu'il était un descendant de son ami. Bien qu'il soit un cochon sur deux pattes, le gros voulait juste la reconnaissance des nobles et remplir son déjeuner plus de 8 fois grâce à la force de Gruan. Mais après quelques minutes à manier l'épée, il trébucha sur son propre gras et tomba. Il n'imaginait pas que cette épée lui ferait une chirurgie bariatrique. Descendant de l'ami de Gruan ou pas, il faut avouer qu'il mérite le titre de l'idiot le plus stupide que j'ai jamais vu, blâmant même l'épée. Personne ne voulait d'Adrian Léon-Berger comme futur roi, avide et arrogant. Ce prince glouton changea après s'être empalé avec une épée. Les rumeurs disaient qu'il ne renversait plus la table à manger, ni ne traînait avec des bandits. Mais dans sa chambre, ses pensées étaient différentes. Gruan fut choqué de réaliser qu'il avait tué le descendant de son ami et pris son corps. Il était devenu le prince rebelle, et un cochon aussi. La servante annonça que son maître était venu, mais il s'énerva, car ce dernier ne s'était pas montré avant. Le maître, lui, comprit que le prince était resté le même après sa quasi-mort. Mais le dodu ne sait même pas qui il est et a utilisé l'accident pour prétendre qu'il a perdu la mémoire. Soudain, les vassaux annoncèrent l'arrivée de sa majesté. Le roi-père du cochon entra, et Adrian est impressionné par son allure. Le roi pensait qu'il était pareil, car il ne l'avait pas salué à son arrivée. Tout le monde dit qu'Adrian a perdu la mémoire. Bientôt, le médecin arriva pour l'examiner. À part les 300 livres de gras, rien de physiquement anormal. Peut-être un symptôme temporaire dû au choc psychologique. Le roi trouve ça trop. Ce n'est pas comme si tout ce qu'il avait fait disparaissait juste parce qu'il avait oublié. Bien sûr, il sera enfermé au château un moment. Il doit être isolé et ne pas manger pour voir s'il perd du poids. Il voulait savoir ce que ce gars avait fait. Et à ce moment-là, sa mère étreint Adrian, disant qu'il doit être très confus, mais que sa mémoire reviendra bientôt. On voit déjà la différence de traitement entre le père et la mère, et elle ajoute qu'elle est contente de le voir se réveiller. Quoi qu'il en soit, il ne doit plus toucher à des choses dangereuses, car elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait s'il ne s'était pas réveillé. Mon pauvre ami, elle ignore que son fils est déjà mort. Rien à faire maintenant, n'est-ce pas? Un peu plus tard, sa mère dit qu'elle viendra le voir et lui demande de bien se reposer. Adrian tentait de comprendre tout ce qui s'était passé, réalisant que son ami lui avait demandé de veiller sur ses descendants, et il en avait tué un, même sans intention. Puisqu'il n'y a rien à faire, il vivra bien pour lui-même. Avant, il s'était réincarné en épée, nettoyant les dégâts des autres, et maintenant il est dans un corps dodu sans talent. Mais peu importe, il doit juste utiliser la force brute, ayant déjà entraîné des enfants. D'abord, il faut affiner le cœur de mana. Soudain, le gars respire profondément en ressentant son cœur de mana. La magie se dénoue, et le garçon dodu comprend que le mana circule, mais son corps ne peut pas le supporter. Il essaie plusieurs fois de faire la même chose, mais rien ne fonctionne. Il se demande quel corps c'était. S'il avait son corps d'origine, il pourrait forcer le mana. Puis, une servante arrive en disant que c'est un médicament spécial de la reine. Elle n'a pas l'air ravie, espérant qu'il ne renversera pas la tasse. À ce moment-là, notre garçon réalise avec surprise qu'il y avait du mana dans la tasse. Sans perdre de temps, il boit le médicament, laissant la servante étonnée qu'il ait tout bu. Ensuite, il invoque à nouveau son cœur de mana, soulagé que cela ait fonctionné. C'est sûr, c'est encore trop peu et ça va se dissiper en un jour, à moins qu'il ne demande à la servante s'il y a plus de ce médicament. Quelques jours passent, et le protagoniste est ravi, prêt à créer un cœur de mana. Il avait déjà fait cela plusieurs fois, mais tout à coup, le garçon ressent une douleur intense. Soudain, un flashback lui rappelle que créer un cœur de mana entraîne toujours une grande souffrance. Pire encore, il ne peut pas s'évanouir, sinon le mana coulera à l'envers. À cela, le garçon se concentre davantage pour créer le cœur de mana. Un peu plus tard, il semble avoir réussi. Idrian réalise que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre,
mais un cœur de mana qui lui appartient. À ce moment-là, une fenêtre système apparaît, l'informant que le soi-disant cœur de mana a enfin été créé. Hydrian pense que c'est comme les messages de statut qu'il envoyait à ses propriétaires quand il était une épée, se demandant pourquoi cela lui apparaissait maintenant. En même temps, une multitude de messages système apparaissent, lui annonçant que la connexion à l'origine se restaure. Bien qu'il gagne des buffs, certaines compétences restent verrouillées. Il regarde autour de lui, réalisant que sa vision s'améliore. Ses oreilles aussi, car il entend le bruit venant de l'extérieur. Soudain, notre garçon ressent quelque chose et le système avertit que son mana est épuisé. Hydrian pense qu'il comprend maintenant ce qui était limité en lui, car ce sens absolu de l'épée qui percevait tout dans toutes les directions sans angle mort n'existe plus. Et pour l'instant, juste en utilisant une petite quantité de mana, il peut entendre à l'extérieur de la porte ou voir les choses un peu mieux. Mais s'il augmente sa capacité de mana, il devrait y avoir un changement, non? Mais il ne peut pas le faire maintenant, car il a faim et le garçon dodu ne peut plus le supporter. D'abord, il doit s'adapter à sa condition humaine. Plus tard, sa mère est contente qu'il ait bu tout le médicament. En plus, il valorisait son corps. À ce moment-là, quelqu'un apparaît. Sa mère lui demande s'il sait qui c'est, et il répond que le garçon a vraiment perdu la mémoire. La reine dit que son frère doit aider cet enfant, car c'est son seul neveu. En observant la situation, Hydrian pense qu'on peut déjà dire qu'il ne l'aime pas. L'homme précise qu'il ne peut que l'aider à perdre un peu de gras et qu'il ne doit pas se faire trop d'illusions. La reine ajoute que c'est déjà suffisant. Un peu plus tard, mon ami, le protagoniste souffre pendant l'entraînement. Son oncle lui dit qu'il doit demander la permission pour manger, boire, et même respirer. S'il veut un traitement princier, il doit abandonner ça. Il doit juste travailler dur. Et s'il change d'avis, il pourrait même lui enseigner un peu de l'art de l'épée secret de sa famille. Le garçon, furieux, voulait enseigner à l'instructeur du chevalier invincible et du maître du roi fondateur. Alors, il devrait parier. Dans 6 mois, il le fera reconnaître, pensant d'abord à briser ce regard arrogant. S'il échoue, il fera tout ce qu'il demandera. S'il réussit, il devra exaucer un souhait. En entendant cela, le vieil homme est surpris, mais il accepte, ayant aussi besoin de s'occuper. Pendant ce temps, Hydrian pense avoir bien parlé, mais son gros corps ne l'aide pas. N'ayant pas d'autre choix, il devra utiliser le mana et se concentrer sur la combustion de sa graisse. Le vieil homme observe tout cela et donne une claque au gamin en lui demandant s'il a créé un cœur de mana. Avec un sourire, il dit qu'il a réussi récemment et demande s'il regrette son pari. Mais en fait, le vieil homme lui demande ce qui lui a pris de faire ça, où il a appris à raffiner un cœur de mana, car apparemment, il ne sait même pas ce qu'il a mal fait. Après tout, c'est une technique de bas niveau réservée aux mercenaires de 5e classe. Et là, mon ami, bien sûr que le gamin n'a rien compris, pensant que c'est vraiment la fin des temps, demandant ce qu'il veut dire par là, et le vieil homme dit qu'il vaut mieux lui montrer en personne, lui disant de bien regarder. Notre garçon est surpris car il y a en gros du mana en forme d'anneau. En même temps, l'énergie grandit, brisant le mana du protagoniste. Et le vieil homme dit que le courant de mana a la propriété de détruire l'énergie de la lame du cœur de mana. De plus, c'est beaucoup plus facile et stable que le cœur de mana. Même la famille du comte Eli, qui tenait au cœur de mana, a chuté il y a 100 ans, et aujourd'hui, personne ne veut plus de cette capacité. Le temps passe, et notre garçon lit des livres, réalisant que les temps ont changé. Les mages utilisent des cercles magiques, tandis que les chevaliers tissent des courants pour rassembler le mana. Le niveau d'un chevalier dépend du nombre de courants, d'un simple à un quintuple. Ça ne semble pas si absurde. En continuant, il découvre le nom Altringent. Le garçon est surpris en se rappelant qu'il y a longtemps, un gars avec une technique étrange, ni épéiste ni mage, était venu le chercher. Le nom lui semblait familier, il se demandait ce qui lui était arrivé. Un peu plus tard, le protagoniste s'entraîne et son oncle lui demande s'il a lu le livre la nuit dernière, ce qui devrait lui faire comprendre à quel point son choix était stupide. Le gamin, confiant, répond qu'il ne pense pas avoir fait d'erreur. Tous les cœurs de mana ne se valent pas. Son oncle lui demande de quoi il parle, mentionnant qu'il y a parmi les mercenaires des gens comme lui, ceux qui se croient des héros d'il y a des siècles. Il lui demande s'il sait ce qui leur est arrivé. Ils n'ont même pas réussi à dépasser 2 courants et ont été vaincus. Si le garçon est différent, il doit battre un chevalier à double courant. S'il réussit, il sera son gardien, comme le veut sa mère. En entendant cela, notre héros se demande si avoir son oncle comme gardien est vraiment une bonne idée. À ce moment-là, tout le monde se tait, et l'oncle semble un peu irrité, disant qu'il est un comte du royaume et commandant de l'armée du Nord. Un des 5 lions d'argent qui suivent sa majesté, le gars a un tas de titres. Il est aussi un chevalier à 4 anneaux et en a quelques autres, mais je ne vais mentionner que cela parce que j'ai la flemme. Et son nom est Bael Valoar, et qui pourrait bien le surpasser, demandant si ses qualifications suffisent déjà. Et à ce moment précis, tous les soldats lèvent leurs épées, disant à Valoar de reculer. Mec, ce gars est vraiment une bête.
Les deux se fixent du regard, et peu après, le protagoniste est complètement épuisé, et son oncle dit que c'est assez pour aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, notre héros marchait dans le château, pensant avoir failli être tué. En ouvrant une porte, il entend quelqu'un dire qu'il l'attendait. C'était le médecin royal, qui ne sait pas quoi faire avec son Altesse, se souvenant de quelqu'un d'aussi humble. Quoi qu'il en soit, il veut savoir pourquoi il est venu, et le médecin dit que la reine lui a ordonné d'utiliser la magie de guérison sur lui. Il invoque le sort, mais Adrien, sans perdre de temps, le jette hors de sa chambre en disant que c'est comme jeter tous les efforts d'aujourd'hui à la poubelle. Pendant ce temps, un chevalier observait Adrien, visiblement surpris. Juste à ce moment-là, un gamin ouvre la porte et demande si son frère est là. Il fixe le protagoniste, tandis que le petit, en mangeant, veut savoir qui est cet idiot. Et là, le chevalier à ses côtés lui chuchote que c'était le troisième prince. Le petit prétentieux ajoute qu'il a entendu qu'il a eu un accident, mais il semble plus intact qu'il ne le pensait. Le protagoniste dit que le prince n'a rien de mieux à faire et se demande s'il est juste là pour le provoquer. Mince, il cherche vraiment la bagarre. Le prince se fâche, le traitant d'idiot qui s'est planté une épée dans le corps, et mentionne des nouvelles intéressantes. Apparemment, il a parié avec le comte Valahar et va dueler un chevalier à double courant. Si c'est le cas, je voulais savoir si je pouvais être ton adversaire. Wow, ça commence à chauffer. Plus tard, Adrien se demandait ce que c'était et si tous les descendants de Léon Berger étaient comme ça. Soudain, le chevalier dit que le prince Guiliam est célèbre pour son talent à l'épée depuis son enfance. Après tout, avoir 2 anneaux à 14 ans est impressionnant. À ce moment-là, une servante arrive avec des lettres pour lui. Le gamin ne comprenait pas ce qui se passait. En regardant les lettres, il réalise que chacune demande un duel contre lui. C'est une chance de frapper cet idiot légalement, non? Bien sûr, il ne va pas reculer et demande à la servante d'écrire les noms. Peu après, le protagoniste s'entraînait, et son oncle lui dit de prendre l'épée. Il doit connaître les bases pour que le pari compte, sans excuse pour une défaite. Acceptant tout ça, Adrien prend l'épée, mais il ressent tout de suite quelque chose. Mon ami, ça s'appelle des douleurs musculaires. Son oncle, surpris, demande s'il n'a pas reçu de magie de guérison. Le protagoniste répond qu'en tant que chevalier, il sait que ça ne ferait que ramener ses muscles à la normale. En entendant ça, Valahar l'accepte en silence et prend l'épée, disant qu'il ne montrera pas plusieurs fois, donc il doit faire attention. C'est le style d'entraînement des chevaliers du royaume pour construire leur fondation. Puis il commence à démontrer son épée avec brio. Ce gars est vraiment... Le protagoniste ne peut que regarder avec surprise. Se demandant, il vient juste de dire que c'est l'épée que les chevaliers du royaume apprennent en construisant leur fondation. Valahar dit que, étant un style d'épée fidèle aux bases, il n'y a pas de meilleure épée pour commencer, et compte tenu de son talent, c'est déjà plus que suffisant. En entendant ça, le protagoniste rit, pensant qu'après tout ce temps, ce style d'épée ayant tué le dragon fou est impressionnant pour un entraînement. Son oncle ajoute que ça ne suffira pas pour gagner le pari. Donc, après avoir appris les bases, il demande à sa mère d'engager un autre maître, mais le garçon dit qu'il n'en a pas besoin. Ce style d'épée lui suffit, non? L'homme, surpris, répond qu'il peut faire ce qu'il veut. Sans perdre de temps, notre héros commence à s'entraîner, pensant qu'il est impressionnant que l'épée actuelle qui tue les dragons soit traitée comme une épée d'entraînement insignifiante. Honnêtement, il ne veut pas l'admettre, mais c'est un phénomène naturel, car dans cette épée, la volonté de couper des dragons est présente. Ils ont simplement abandonné le cœur de mana, et pour ceux qui ont oublié comment infuser une épée de volonté, il n'y a aucune chance qu'ils puissent reconnaître la vraie valeur de l'épée qui tue les dragons. À ce moment-là, Valahar tire son épée bloquant la frappe du protagoniste, disant que mettre de la force dans son bras ne signifie pas que cette force va dans l'épée. Eh bien, au moins il lui enseigne correctement, non? Il pointe les parties du corps du garçon, mentionnant qu'il doit appliquer la force correctement dans tout son corps pour manier l'épée correctement. En entendant tout ça, le garçon se relève simplement, pensant que même si c'était maintenant un corps faible qui pouvait à peine imiter la fausse épée qui tue les dragons, il prouverait personnellement que ce n'était pas une épée à jeter comme si de rien n'était. Et ainsi, mon ami, les jours passaient, et même les semaines. Avec ça, un mois passa et le système apparut, annonçant qu'après un entraînement ardu, il avait réussi à changer sa constitution. Son immense obésité était devenue une obésité ordinaire, et son métabolisme s'était activé, s'habituant peu à peu à l'entraînement répétitif. Peu à peu, le gars va commencer à avoir un corps de tank, mon ami pensant qu'il manie l'épée plus naturellement qu'il y a un mois. De plus, évidemment, il devient plus puissant chaque jour, mais à ce moment précis, son oncle furieux dit qu'il lui avait déjà dit d'arrêter. L'épée du garçon tombe au sol, et un silence gênant s'installe. Sa main, déjà ensanglantée d'entraînement, attire son oncle, tandis qu'Adrien constate que le mannequin d'entraînement est complètement détruit. On aurait dit que la foudre avait frappé sous la pluie. Son oncle lui dit que s'il s'agissait d'une vraie épée, il n'aurait pas échappé à l'accident. Le gamin écoute en silence, regardant sa main, complètement calleuse. À ce moment-là,
le système apparaît et lui annonce qu'il a atteint un état de concentration extrême. Sur le coup, il s'effondre inconscient au sol, et Valoir observe simplement son neveu, disant qu'il est idiot, mais qu'il commence à gagner le respect de l'homme. Peu après, notre héros se réveille, réalisant qu'il a perdu connaissance. De toute façon, avant, il ne connaissait pas les limites de ce corps. En tant qu'épée, il avait déjà accompli tout ce qui était possible, manœuvré par divers héros. Il a mené des guerres à la gloire, élevant le corps et l'âme, guidant le chemin de tous ces gens. Son nom était Gruant, un sage conseiller et un enseignant exceptionnel. Mais de toute façon, son existence n'avait été que celle d'un tiers. C'est pourquoi il continuait à brandir son épée, aveuglé par l'idée de rendre sa sueur, ses efforts et ses résultats entièrement les siens. Si ça continue, ce corps faible va casser tôt ou tard, donc il doit tout équilibrer, non? Ça fait déjà un mois qu'il a créé son cœur de mana, et il a accumulé du mana pendant ce temps, donc maintenant il peut passer à l'étape suivante. Le garçon se concentre, et le système lui annonce qu'après un entraînement constant, il a accumulé un certain niveau de mana et peut maintenant en supporter un peu plus. Son cœur de mana s'élargit donc progressivement. Le gamin ouvre les yeux, et les résultats de son entraînement se montrent peu à peu. Sans perdre de temps, il s'apprête à prendre son épée, et le système lui annonce qu'il est devenu apprenti épéiste. De plus, il peut déjà faire les bases, car il est maintenant capable d'utiliser l'aura au niveau le plus courant. Peu après, Hydrian était sur le terrain d'entraînement quand son oncle est apparu, disant que les rumeurs se répandaient dans tout le royaume. Tout ça à cause de ce maudit pari. Hydrian se demande s'il ne vaudrait pas mieux trouver rapidement un adversaire pour un duel. Il a déjà décidé qui ce sera, mais affronter un double courant d'un coup sera difficile. Mieux vaut d'abord combattre des gens avec un seul courant. À ce moment-là, Hydrian appelle le chevalier à ses côtés qui dit avoir déjà tout arrangé comme Hydrian l'a demandé. Voici la liste des demandes de duel pour lui, et l'homme lui demande s'il compte tenir les duels d'entraînement. La plupart de ces gens lui en veulent et pourraient essayer de lui faire du mal en profitant du duel. Mais notre garçon le savait déjà, mon ami. Pour cette raison, son oncle sera le juge. Il ne demande rien de grand, juste d'empêcher quiconque de mourir pendant le duel, lui demandant ce petit service, d'accord? Un jour passe, et le moment du duel arrive enfin. Le premier participant était déjà à la porte du château, croyant que le bâtard de premier prince était là. Ce type, c'était Laure, le deuxième fils d'une famille noble ordinaire. Il y a quelques années, son père et son frère ont été gravement insultés par lui. À cause de ça, l'honneur de la famille est tombé à terre, et son père et son frère sont devenus la cible des moqueries des nobles jusqu'à ce jour. Et à cause de ça, mon ami, il va faire payer cher Adrien pour ce qu'il a fait ce jour-là. Puis il salue le prince, disant que son nom était Laure et qu'il est un chevalier à courant unique, et Adrien dit qu'il n'est pas nécessaire d'être si formel pour un match d'entraînement qui n'est même pas officiel. Pourtant, il se demande si ce gars est vraiment un chevalier, car il a l'air faible. Taylor s'énerve, pensant que, comme les rumeurs, il est arrogant. À ce moment-là, Valoir apparaît, disant qu'il comprend comment il se sent, mais que le duel n'a même pas encore commencé, lui demandant de retirer son aura, et ce gars semblait beaucoup admirer Valoir, disant que c'est un honneur de le rencontrer. En voyant ça, Adrien dit qu'il se sentait comme un prince, et son oncle lui répond qu'il aurait dû mieux se comporter au quotidien. Le duel va commencer, et il se fixe. Taylor active alors son aura, et sans perdre de temps, charge droit vers notre garçon, qui invoque son cœur de mana, réussissant à bloquer le coup. Taylor est surpris qu'Adrien utilise ce style d'escrime, et en même temps, il recule. Avec surprise, il dit qu'un cœur de mana ne peut pas bloquer un courant de mana, et Adrien demande si cela ne se produit que parce qu'il est un chevalier à courant unique. À ce moment-là, tout le monde est surpris par quelque chose, et Valoir pense que c'est ce qu'on appelle la chanson de l'épée. Pendant ce temps, Taylor ne pouvait pas croire que son attaque avait été bloquée et chargeait à nouveau Adrien. Le gamin observe et bloque encore le coup, jusqu'à ce que Taylor se fatigue. Notre garçon était essoufflé, pensant que le mana actuel est l'opposé du cœur, ce qui est vrai. On dirait que son mana va couler à l'envers. Il change de sujet et demande s'il a dit qu'il était le deuxième fils du baron Tellem. Quoi qu'il en soit, il doit se calmer. En fermant les yeux, le garçon entre en transe et murmure pour éveiller l'épée démoniaque ou divine, partie de son âme. À ce moment-là, le grand dragon s'éveille, et Adrien réalise que c'est la mémoire de l'épée, l'essence du cœur, raffinée pour abattre des dragons. En gros, le vrai pouvoir de l'épée dragonne. Mon Dieu, il réussit à faire ça dans un corps comme le sien. Pendant ce temps, ce pouvoir béni remonte, et Taylor essaie de comprendre la situation. À ce moment-là, Valoir leur ordonne d'arrêter le duel. Mais mon ami, Adrien n'écoutait rien et se jette sur le garçon. Soudain, un flashback montre le protagoniste disant à son oncle qu'il a une demande. S'il semble prêt à tuer son adversaire, il doit l'arrêter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le pauvre protagoniste a été projeté loin. Valoir n'était pas là pour rigoler. Le gamin était complètement à terre. À ce moment-là, tous les soldats ont retenu l'homme,
disant que ce qu'il avait fait pouvait être considéré comme une tentative de meurtre sur la royauté. Maître Adrien se lève et leur dit de reculer, car c'était sa demande. Mais il ne lui avait pas demandé de l'assommer. À ce moment-là, le garçon s'évanouit. Peu après, il se réveille, réalisant que la force de son oncle est d'un autre niveau, incomparable à celle de certains déchets. Heureusement, il n'est pas blessé et tout s'est bien terminé car il a gagné le duel. À ce moment-là, son oncle apparaît et lui demande ce qu'il a fait. Il veut aussi savoir ce qu'est cette épée impure, car il ne lui a jamais appris ça. Le protagoniste répond avec confiance qu'il est fidèle à l'essence de l'épée. En entendant ça, Valoir se tait, puis il demande si l'essence de l'épée qu'il imagine est cette intention meurtrière. C'est vraiment inquiétant, mais malgré tout, c'est encore une des vérités. Notre garçon est surpris sur le coup, disant qu'il pensait qu'il allait lui faire la leçon, disant que le chemin de l'épée est son propre raffinement. Mais mon ami, l'homme dit qu'il n'est pas un chevalier mais un soldat, et quelqu'un qui suit le chemin de la victoire, pas le chemin juste. Cependant, son épée est excessive, et s'il laisse son intention meurtrière prendre le dessus, il ne distinguera pas ami d'ennemi et observera ses démons intérieurs. Après ce désordre, 3 jours passent et Hydrian continue de s'entraîner avec ce gars, demandant s'il s'appelle Taylor et disant qu'il a fait un excellent travail. Défendre contre une épée incontrôlable pendant 3 jours, c'est impressionnant. Juste après, le gamin appelle la servante, qui apporte une caisse, disant avoir entendu qu'elle avait fait quelque chose d'impardonnable et qu'elle doit livrer ça à son père. À la fin de l'entraînement, Hydrian dit qu'il peut partir sans obligation de nettoyer le désordre fait par ce bâtard. Mais s'il a fait travailler quelqu'un, il est juste de payer le prix. Le temps passe, et les duels du prince font le tour du royaume. Honnêtement, je ne sais pas si sa réputation s'améliore. Même après des jours d'attente, les nouvelles espérées ne sont pas arrivées. L'opinion des chevaliers changeait, et la famille royale les faisait taire. Cependant, le protagoniste ne semblait pas très heureux, disant qu'ils étaient juste embarrassés d'avoir perdu contre lui et se taisaient. Ces nobles n'ont vraiment rien de mieux à faire et devraient être plus productifs. Valois rétorque qu'il n'a pas le droit de dire ça. À cela, le garçon regarde le chevalier à ses côtés, disant qu'il doit aussi répandre le résultat du duel. Ainsi, les rumeurs devraient se calmer. À ce moment-là, la servante apparaît, disant qu'il y a une rumeur selon laquelle il a utilisé le pouvoir de l'épée pour truquer le duel d'aujourd'hui. En entendant cela, Hydrian s'irrite davantage, disant qu'il va oublier et continuer à s'entraîner. Il enchaîne quelques frappes, son mana semble se renforcer. Puis, il demande combien d'adversaires restent, et le chevalier répond qu'il n'en reste qu'un. Hydrian dit que les apprentis chevaliers ne font plus de différence. Mais le gars précise que le dernier est un vrai chevalier qui a appris à manier l'épée et a rejoint un ordre pour s'entraîner. Son nom est Tarouan Kergueyan. À son entrée dans le château, tous les soldats la fixent. Elle a plusieurs surnoms, de fleurs de falaises à roses épineuses, et on dit qu'elle a brisé le cœur de nombreux hommes. C'est une femme remarquable. Et pour qu'elle vienne d'elle-même, le prince doit avoir un talent incroyable. Ce serait intéressant qu'il se fasse battre par elle. Quoi? Tu es contre ton camp? L'ordre des chevaliers, le Lion de Fer, rivalise pour la première place du royaume en renommée et compétence. C'est une promesse d'avoir une place garantie comme membre officiel. Hydrian demande alors pourquoi un tel génie voudrait le défier. On lui dit qu'il avait eu un malentendu avec elle, et le protagoniste comprend qu'il a fait quelque chose de mal. En regardant une servante, il demande ce qu'il a fait. Elle répond qu'il a un peu insulté, et le gamin s'énerve contre lui-même. Puis un flashback montre Hydrian tenant la fille par l'épaule, lui disant qu'elle est plutôt intéressante, comme le disent les rumeurs, et lui demandant si elle veut être sa servante personnelle. Elle retire alors la main du gras, disant que l'ordre des chevaliers n'est pas sa propriété. Ensuite, mon ami, bien sûr, le gras allait faire une scène en l'appelant moche. De retour au présent, après avoir tout entendu, Hydrian se tait, pensant qu'il est impossible que quelqu'un puisse dire que c'est moche. Puis, la fille salue le protagoniste, disant que ça fait longtemps et qu'il n'a pas changé. La fille ne semblait pas heureuse, et Hydrian pense que c'est de sa faute. Puis Valoir apparaît, la fixant. Elle le salue, disant qu'elle est apprentie chevalière de l'ordre du Lion de Fer. Ensuite, l'homme leur demande de faire attention à l'épée du prince, venimeuse, encore inquiet contre son camp. Tout est réglé, le duel va commencer. Sans perdre de temps, la fille tire son épée, et Hydrian pense qu'il est sur le point de voir les compétences de la célèbre étoile montante du Lion de Fer. À ce moment-là, la fille charge droit sur lui. Il pense que ses mouvements sont vraiment impressionnants. Il bloque la frappe, mais son mana est sur le point de s'écouler. La fille observe Hydrian, qui commence à enchaîner les attaques. Il se sent complètement submergé et ne peut pas continuer à ce rythme. Elle charge à nouveau, et au même instant, Hydrian active sa compétence de tueur de dragons.
Arouan le remarque tout de suite, et cette fois, Hydrian dévie l'attaque. Elle recule alors, se demandant quel type d'épée c'était. Hydrian dit qu'il semble que même avec un courant, ils ne sont pas tous pareils, et sans aucun doute, elle est d'un niveau différent des autres médiocres. Il utilise le système pour analyser la fille, se demandant si, avec son pouvoir limité, cela signifie qu'elle est un adversaire égal ou plus faible que lui. Quoi qu'il en soit, c'est sérieux maintenant, et les deux chargent l'un vers l'autre. Le temps passe, tout le monde est épuisé. Valoar sort son épée, disant que c'est assez pour aujourd'hui, et que le duel reprend demain. Hydrian dit qu'il était sur le point de finir ça, et la fille dit que c'est une coïncidence car elle était sur le point de faire de même. Les deux continuent à se chamailler, et Valoar leur dit d'arrêter ce bazar car il est déjà très tard et leurs blessures doivent être soignées rapidement. À ce moment-là, les médecins arrivent en lançant des sorts de guérison. Hydrian regarde la fille, et étonnamment, elle fait de même. Ils finissent par partir, et Hydrian est sûr de ne pas perdre. Un temps considérable passe après ce bazar, et certains soldats disent que le duel ne finit jamais. Aujourd'hui, c'est déjà le 3e jour, et ils sont surpris, car ils connaissent les compétences d'Arouan, mais votre Altesse est aussi très capable. Quoi qu'il en soit, ce serait bien que le duel se termine aujourd'hui, non? Peu après, Hydrian dit qu'il a quelque chose à dire avant de se battre. Arouan lui demande s'il veut vraiment s'excuser, car elle ne l'acceptera pas. Cependant, le garçon dit que ce n'est pas ça, car s'ils se battent si intensément, il devrait y avoir un prix. Si c'est le cas, le perdant devra exaucer un vœu du gagnant. En entendant cela, la fille se tait. Les soldats, surpris, trouvent cela inacceptable pour un membre de la famille royale. Mais le gamin s'en moque. Demandant ce qu'elle en pense, elle dit que même si elle est une apprentie, elle est aussi membre d'un ordre de chevaliers loyal à la famille royale, Léon Berger. Elle n'oserait pas commettre un tel irrespect envers votre Altesse, mais si cela est dans ce qu'il permet, elle acceptera ce pari. En entendant cela, Hydrian, sans perdre de temps, tire son épée en disant au gamin de ne pas se plaindre plus tard. Ça ne va pas bien se terminer. Il continue le duel, à égalité comme d'habitude. Notre garçon semblait très excité par le combat et utilise encore une fois cette compétence d'épée surpuissante. La fille est surprise, pensant qu'il cachait probablement l'étendue de ses compétences. Le gamin enchaîne les frappes, et Arouan reste sur la défensive. Elle recule, fatiguée, tandis qu'Hydrian la presse sans relâche. Il frappe encore, et enfin, l'épée de quelqu'un s'envole dans les airs. Le chevalier vaincu, les soldats sont choqués. Même Valahar n'en revient pas. Hydrian, confiant, déclare avoir gagné le pari. En levant son épée, il dit qu'il la veut. Ça a vraiment pris de l'ampleur très vite. La position de chevalier escortant le prince scélérat du royaume, contrairement à ce qu'elle pensait, n'était pas si difficile. Bien qu'il paraisse arrogant, il n'agissait pas malicieusement, contrairement aux rumeurs. En fait, c'était tout le contraire. Le gars continuait de regarder notre héros s'entraîner sous la pluie, disant au garçon que dans ces conditions, c'était très dangereux. Et à ce moment-là, un éclair frappe juste devant lui, mais Hydrian ne semble même pas le remarquer. C'est alors qu'elle a eu la prémonition que son Altesse deviendrait une grande personne. La scène revient au présent, les soldats surpris par la demande du garçon. Le chevalier ne peut y croire, se demandant si elle a mal jugé. Arouan demande alors si c'est vraiment le désir de votre Altesse. Il répond qu'elle n'est qu'une apprentie chevalière ordinaire qui n'a pas réussi à vaincre un prince scélérat. Et c'est pourquoi il veut le potentiel et l'avenir de la chevalière nommée Arouan Kergueyan. Tout d'abord, il a besoin d'une chevalière qui le suivra, pas d'une protectrice par ordre royal, mais de celle qui lui appartiendrait, sa propre chevalière. Elle a un talent considérable à l'épée et il lui demande encore d'être sa chevalière. En entendant cela, elle reste silencieuse, réalisant qu'elle est devenue la personne qu'elle a toujours rêvé d'être, mais personne ne la traite comme une chevalière. Elle travaille donc 2 fois plus dur, mais même après avoir vaincu tous les apprentis, elle ne devient pas une vraie chevalière. Mais maintenant, les choses ont changé car quelqu'un voit son potentiel de future chevalière, se demandant s'il est sérieux. Arouan lui demande de promettre de toujours la traiter comme une chevalière et non comme une femme. Si c'est le cas, elle fera tout ce que votre Altesse souhaite. Les deux se tiennent là, se regardant, et donc Hydrian promet de le faire. Puis la fille s'agenouille, disant qu'elle prêtera allégeance au prince Hydrian Léon Berger, consacrant son épée et le reste de sa vie à votre Altesse. Valoar observe tout en silence, et Hydrian, levant son épée, déclare qu'au nom d'Hydrian Léon Berger, il fait d'elle sa chevalière. Le temps passe, et la fille continue de s'entraîner. Personne ne pouvait croire qu'elle avait juré fidélité à cet idiot de prince, pensant qu'ils avaient une sorte de relation. Pendant ce temps, Hydrian écoutait tout de loin, se demandant si l'axe du mal était son ancien lui. Oui, c'était à peu près ça. Le chevalier à ses côtés observait tout en silence. Peu après, il appelle le protagoniste pour discuter de ce qu'il avait dit ce jour-là, notamment quelques jours plus tôt, le dernier jour du duel. Hydrian lui demande s'il était contrarié. Mais de toute façon, c'est la vérité,
car si un ordre venait pour qu'il aille ailleurs, il irait sans doute. Même ainsi, s'il le voulait, il pourrait faire un vœu plus tard, et le gars semblait prendre ça au sérieux. S'il faisait ce vœu, l'accepterait-il? Mais le garçon dit rapidement non, car ce ne serait pas intéressant de l'élever. Le chevalier rit, disant qu'il comprend, et Hydrian pense qu'il est sérieux. Plus tard, notre garçon lit une lettre l'informant que sa suspension est finie et qu'il ira au prochain banquet royal. Le garçon dit qu'il a été libéré 1 mois et demi plus tôt, pensant qu'à la dernière visite du roi, il semblait ne jamais vouloir le revoir. Il ne comprend pas ce que cet homme pense, et le chevalier lui demande s'il n'est pas heureux de la fin de la suspension. Mais pour Hydrian, cela ne change rien, car même s'il quitte le palais, il n'a nulle part où aller et personne à rencontrer. Peu après, l'autre camarade arrive avec une nouvelle invitation pour votre Altesse. Hydrian prend la lettre et, en la lisant, demande ce qu'est ce club social pour jeunes maîtres spéciaux. Quel nom bizarre! La servante dit qu'il en était membre, et le protagoniste demande si c'est un endroit étrange. En voyant le visage de la fille, on comprend tout de suite. Non, cet endroit, c'est que des fêtes et de l'alcool. Hydrian, au courant, dit de laisser tomber, il s'entraîne déjà. Cependant, en relisant la lettre, il réalise qu'elle venait d'un ami nommé Bernardo, de la famille Élie. En même temps, Hydrian se souvient que, selon ce que son oncle avait dit, la famille qui s'accrochait au Manahat jusqu'à la fin était tombée il y a environ 100 ans. Et incroyable, c'était exactement celui-là. Si c'est le cas, il devra aller à la fête, non? Il espère que la situation de sa famille n'est pas... Ce jour-là, 4 mois après avoir pris le corps du prince scélérat, il avait commencé à s'entraîner et perdait sans cesse du poids. Honnêtement, il avait l'air d'une toute autre personne, vraiment beau. Notre garçon dit avoir perdu pas mal de poids, et l'homme à côté de lui dit que ses mensurations avaient diminué de plus de la moitié. Hydrian dit qu'il s'occupera des vêtements pour le banquet, en mentionnant qu'à ce moment-là, le temps passe encore, et le garçon se dirige vers ce soi-disant club social pour les maîtres. Je ne me lasse pas de dire que ce nom est terrible. Pendant ce temps, notre garçon était dans la voiture, pensant que d'être prince est vraiment épuisant. Sourire, carrosse et même escorte, tout cela est terriblement étouffant. En regardant sur le côté, il fixe la servante, demandant ce qu'est cette blessure à son épaule. Elle répond que c'est à cause de son incompétence, et que c'est... Hydrian sait tout de suite ce qui s'est passé, pensant que ce corps est une mine d'histoires tragiques. De plus, il a déjà vu cette servante plusieurs fois, mais il ne connaît même pas son nom, lui demandant comment elle s'appelle. Elle répond qu'elle s'appelle Adlia Byron, une famille à peine mentionnée. En entendant cela, Hydrian pense qu'il y a longtemps, avant le royaume et les villes, c'était une époque où il était naturel que des humains faibles soient volés et tués. Certains ont mis fin à l'histoire de cette espèce misérable, faisant des humains la race dominante du continent. Au total, 5 personnes étaient connues comme les 5 électeurs princes, et l'un de ces héros avait, incroyablement, ce prince comme son épée. Ainsi, le roi des géants fut vaincu, mettant fin à... Et l'une des personnes qui accomplit cet exploit était appelée la Dame de l'épée de fer, et son nom était Agnès Byron. Le plus drôle, c'est qu'à l'époque, cette fille jurait comme une folle en combattant, et rien que... Quoi qu'il en soit, celle-là est probablement une descendante de cette personne, se demandant ce qui a bien pu se passer pour que les choses en arrivent là. Juste après, un chevalier dit qu'ils sont enfin arrivés à destination, et le gamin, sans perdre de temps, sort de la voiture, dit... La fille ne comprend rien, et juste après, quelqu'un appelle le protagoniste, disant que Bernardo de la famille Élie l'accueille ici. Honnêtement, il ne sait pas à quel point il est heureux de le voir. En entendant cela, Adrien se demande si c'est le soi-disant descendant de... Ensuite, le gars dit qu'il a dû beaucoup souffrir pour perdre autant de poids, et juste après, notre garçon, je ne sais pas pourquoi, sourit. Bernardo demande si quelque chose le dérange, et Adrien dit qu'il est content d'être là, que ça va être une journée... Le gars ne comprend toujours rien, puis la scène change vers cet endroit maudit. Honnêtement, ça ne semblait pas être un endroit pour les jeunes, non? Pendant ce temps, les deux étaient assis sur le canapé. Bernardo trouve ça étrange. C'est presque comme si l'atmosphère avait changé par rapport à avant. Juste après, un noble à côté d'eux se lève, disant qu'il a entendu que votre Altesse avait conquis la fleur du château de l'Hélion, et que les... Adrien le fixe simplement, et l'homme dit que la fille est très belle en armure et serait probablement jolissant. À cela, le protagoniste demande s'il a un frère ou une sœur chez lui. Le noble dit qu'il n'a qu'une sœur. À cet instant, le protagoniste, tout le monde est choqué par ce qui vient de se passer. Et Adrien dit que c'est génial, car si c'est le cas, la lignée de sa famille ne sera pas coupée. Le protagoniste le frappe à nouveau. Et même moi, j'ai ressenti ça. Et le gamin dit que il continue à frapper le gars. Et incroyablement, personne ne fait rien, il regarde juste. Le noble demande pourquoi il fait ça, et Adrien lui dit d'écouter attentivement. Il se moque de ce que les gens pensent de lui, mais il ne supporte pas d'être traité comme un bâtard.
Mais le protagoniste s'en fiche complètement et continue à frapper le gars. Celui-ci est projeté loin, et il n'a pas l'air en forme. Adrien appelle alors Bernardo, disant ce qu'il a dit avant, que ce serait... Le gars ne comprend rien, se demandant pourquoi ce fou agit soudainement comme ça, et il ordonne de faire appel au chevalier de la cour. Sans perdre de temps, le gars fait ce qu'Adrien a demandé, et un silence gênant remplit toute la salle. Le MC appelle aussi toutes les femmes, leur annonçant qu'elles peuvent partir maintenant. Eh bien, mon ami, bien sûr, l'un des nobles n'allait pas aimer ça, et juste au moment où il s'apprêtait à faire quelque chose, Adrien dit qu'il a seulement dit aux femmes de partir. Honnêtement, s'il veut partir, avec ça, bien sûr, tout le monde se tait, non? Et Adrien dit qu'ils n'ont même pas formellement salué un prince, encore moins montré du respect. En plus, ils ont ri en face de lui, et pour couronner le tout, ils ont insulté son chevalier. Juste après, les chevaliers apparaissent, disant que l'insulte à la royauté est un crime contre la couronne elle-même. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont aussi défié l'autorité royale, ce qui est même considéré comme une trahison. Demandant à son Altesse de donner l'ordre et qu'ils doivent Donc, un certain temps passe, et Adrien est dans la chambre du roi, qui dit que sa suspension venait à peine de se terminer qu'il provoquait déjà un énorme tumulte. Au total, 14 fils de nobles ont été arrêtés, et Adrien a utilisé toutes les excuses. Adrien demande ensuite s'ils s'inquiètent de la réaction. Mais de toute façon, leurs gens avaient déjà été abandonnés par leur famille, car les garder ne ferait qu'entacher davantage leur nom. Ce sont des causes perdues. À cela, le vieil homme se tait, et incroyablement, dit qu'Adrien peut partir. Alors, le temps passe, et Adrien dit qu'elle n'a pas besoin d'être nerveux. La pauvre tremblait de peur, demandant si elle avait fait quelque chose de mal, et Adrien pense que ce maudit prince a dû faire des choses horribles à cette servante. Même la lignée directe de la famille ne connaissait pas Byron, ce qui signifie que l'histoire de gloire a été... Honnêtement, le grand prestige et la fierté élevée ont disparu sans laisser de traces. Mais incroyablement, cette fille a des statistiques intéressantes. L'une d'elles est le trait de frénésie guerrière, et le reste... Adrien pense que malheureusement, elle n'a aucun moyen de contrôler cette folie, se demandant s'il pourrait la lâcher dans ce monde. Quoi qu'il en soit, il devrait au moins essayer. Après tout, elle a un talent de rentesse et par un coup de chance, elle a un trait qu'il pourrait utiliser. Plus précisément, c'est l'esprit d'un esclave, un trait caractérisé par une grande joie dans l'existence d'un maître qu'on sert de tout cœur. Et puis, sans perdre de temps, notre garçon demande à la fille de jurer fidélité envers lui. Elle essayait de comprendre ce qui se passait, et Adrien dit qu'il lui demandait d'être son chevalier, donc elle doit jurer ici et maintenant. Cependant, à ce moment-là, la servante s'agenouille, disant que ce n'est pas... Et Adrien dit qu'elle a dit que sa famille n'est rien de spécial, donc si c'est le cas, il prendra personnellement la responsabilité pour elle. Mais en retour, elle devra jurer fidélité envers lui et le servir comme son seigneur, pensant que si elle ne peut pas La servante demande s'il va vraiment prendre la responsabilité de sa famille, et Adrien dit que si elle le souhaite, il pourrait les amener à la capitale pour qu'elle... Tout de suite, la pauvre fille est ravie et sans perdre de temps, elle prête immédiatement son serment de fidélité, mentionnant qu'elle le servira et dévouera sa vie à lui. Le protagoniste fait de même, disant qu'à partir de maintenant, ainsi, tout était réglé, et Adrien avait encore des doutes, se demandant s'il avait fait le bon choix. Mais seule la... À cause de cela, des rumeurs se répandent selon lesquelles le premier prince a recommencé à agir comme un scélérat, puisqu'il a forcé un serment de fidélité d'un chevalier par des moyens injustes, et a même convoqué les enfants de... En plus, il fait de la fille une chevalière sans jamais avoir tenu une épée, et il semble vouloir bâtir un harem sous couvert de chevalier. Pourtant, le gamin reste impassible, se demandant depuis quand tout le monde s'intéresse à lui. Tout ce qu'il a fait, c'est accepter une chevalière, et depuis ce matin, tout le monde lui tombe dessus. Les rumeurs circulent trop vite, et juste après, la servante arrive en disant que la reine est là. Elle pensait qu'il avait changé, mais il semble vouloir revenir à ses anciennes habitudes. Quoi qu'il en soit, cela pourrait être intéressant, car une fois le mariage arrangé, sa vie ennuyeuse prendra fin. Elle lui demande de faire confiance à sa mère, qui lui trouvera sûrement un partenaire. La femme part pleine de confiance, et Adrien se... Peu après, Adlia rencontre le protagoniste, lui demandant si elle aura aussi du mana. Adrien confirme, disant qu'elle développera un mana très spécial, pensant que le monde a complètement oublié l'impératrice des épées. En vérité, il n'a rien oublié, des empreintes qu'elle a laissées à la façon dont son épée se balançait dans ses mains. À ce moment-là, une aura enveloppe le corps de la fille, et le système avertit qu'il détecte du mana en elle. Le mana pénètre avec succès dans le corps de la fille, et le système signale qu'un cœur de mana a enfin été créé. Adrien explique que ce qu'il vient de faire est une méthode de raffinement pour le cœur de mana, et qu'à partir de maintenant, elle devra le faire. À ce moment-là, notre garçon commence à vaciller, pensant que c'est pathétique de finir comme ça juste en créant un cœur de mana. Adlia lui demande si ça va,
voulant savoir pourquoi il irait si loin pour quelqu'un d'aussi humble qu'elle, et Adrien répond que tout va bien, elle peut partir. Changeant de sujet, il lui demande pourquoi elle le fixe ainsi, et elle déclare qu'elle lui servira avec loyauté pour le reste de sa vie. Le gamin sourit, lui rappelant juste qu'il est son maître, puis il s'en va, craignant qu'elle ne l'oublie. Quelques jours passent, et le chevalier dit avoir entendu que Bernardo est retenu par la garde royale comme témoin de l'incident récent. Apparemment, personne ne peut le rencontrer avant le procès, et Adrien demande s'il devra aussi comparaître, mais le gars répond que les membres de la famille royale ne témoignent pas. Pendant ce temps, la servante continue de travailler, et Adrien lui demande comment. Plus précisément, il veut savoir si le cœur de Mana s'est déjà stabilisé, et la fille répond que oui. Si c'est le cas, à partir d'aujourd'hui, elle l'acceptera pour s'entraîner, lui demandant de changer de vêtements et d'aller directement sur le terrain d'entraînement. Quelques minutes plus tard, notre garçon est déjà sur le terrain d'entraînement, et Valahar lui demande ce qu'il pense faire. Le protagoniste dit qu'il s'échauffe, mais notre héros dit que c'est comme dans les rumeurs, car il essaie de faire d'elle une chevalière, et son oncle furieux veut savoir si les chevaliers lui semblent si insignifiants. Juste après, Adlia apparaît en disant qu'elle a fait les 10 tours. Valahar semble toujours en colère, et Adrien, sans perdre de temps, dit à la fille de prendre cette épée, car aujourd'hui, il va lui enseigner quelques positions de base. Il commence par montrer les mouvements, demandant à la fille d'essayer de faire pareil. Elle prend. Valahar est surpris de ce qu'il voit, et Adrien n'en revient pas qu'elle ait copié tout après l'avoir vue une seule fois. La pauvre fille, tout naturellement, demande si sa position était correcte, et Adrien pense que s'il baisse sa garde, il sera facilement dépassé. Le trait qu'elle a est la soumission au fort et aucun respect pour les faibles, et il est déjà sur ses gardes car ce salaud l'a intimidé dans le passé. Et s'il la laisse le dépasser, qui sait ce qui pourrait arriver? N'est-ce pas? Pendant ce temps, Valahar a changé d'avis, disant qu'il n'avait aucune idée du talent qu'elle avait. Cependant, le protagoniste lui dit immédiatement d'arrêter. Valahar demande ce qu'il pourrait faire pour cet enfant, car il n'est qu'un novice qui a à peine tenu une épée pendant quelques mois. Pour simplifier, il ne peut pas gérer son potentiel. À ce moment-là, notre héros se tait, pensant qu'il a une aura qui ferait trembler ce salaud de peur et fuir. Mais bien sûr, ce n'est pas lui qui est dans ce corps maintenant. Il se dit que s'il ne peut pas la gérer, personne ne le pourra. Après tout, il a complètement détruit l'épée magique appelée Gruant, et à ce moment-là, le système apparaît, disant qu'une partie de l'âme se manifestait dans le corps par la volonté de l'utilisateur. Et ensuite, mon ami, cette compétence de tueur de dragon apparaît encore une fois, et Valahar observe sans. Et, mon ami, ça commence à ressembler à une guerre de territoire. Et Hydrian, aussi calmement que possible, dit que cette fille est à lui. Honnêtement, il déteste que quelqu'un prenne ce qui lui appartient. Pendant ce temps, son oncle reste silencieux. À ce moment, il réalise alors plus ou moins ce qui se passe, supposant qu'à ce rythme, ce corps faible sera consumé par l'âme de l'épée démoniaque, Gruant. Une porte s'ouvre, et une multitude de mains se jettent sur le protagoniste. Il ne bouge. La scène revient au présent, son oncle disant qu'un chevalier ordinaire peut sauver la vie de 10 soldats. Mais un chevalier exceptionnel peut en sauver plus d'une centaine. Et cet enfant là-bas pourrait même être capable de sauver 1000 soldats, voire plus. Il continue son explication. Mais la fille dit que son corps et son âme appartiennent déjà à son Altesse, et qu'elle ne peut pas suivre. À ce moment-là, l'homme se tait, et Hydrian pense que ça valait le coup d'amener même son âme, car une nature servile est destinée à se soumettre à une existence de rang supérieur. Changeant de sujet, il demande à Valahar s'il n'a rien d'autre à faire, car depuis le début, son seul but était de perdre du poids. Mais s'il veut continuer à le visiter au palais, il ne doit pas s'immiscer dans ses affaires. Incroyablement, l'homme accepte tout. Et même après ce jour-là, son oncle continue de visiter le palais. Maintenant, il ne pouvait rien faire puisque se plaindre et s'immiscer était interdit. Et Hydrian trouve ça assez amusant de voir cet oncle arrogant agir ainsi. Puis, à ce moment-là, une aura commence à entourer l'épée de la fille. Et Hydrian se demande si elle a déjà maîtrisé ce qu'on appelle la résonance de l'épée. Tout ravi, il dit qu'elle a fait un excellent travail, pensant que si elle continue à progresser aussi vite, il pourrait finir par être dépassé. Juste après, n'était-il pas suffisant qu'il apprenne une technique triviale comme ça? En entendant cela, notre garçon le fixe en lui disant de partir. Mais son oncle était déjà déçu, disant qu'il y avait un chemin bien meilleur et un potentiel au-delà de son imagination. Puis notre garçon en avait assez et dit au chevalier d'emmener son oncle. Mais il dit qu'il partira tout seul. Tout étant réglé, Adlia demande si ce qu'elle a appris est une technique triviale. Et bien sûr, il mentionne que les gens de cette époque ont complètement oublié à quoi ressemble un vrai cœur de mana. S'ils n'avaient pas oublié, ils ne l'auraient jamais jeté comme un déchet. Mais avec le temps, elle découvrit.
Puis un jour passe, et Hydrian, surpris, dit qu'il pensait avoir dit qu'il ne reviendrait jamais. Mais l'homme dit que pour prouver cela, il n'utilisera qu'une seule chaîne, et s'il peut le presser sans perdre de temps, notre héros saisit l'épée, demandant quel était le pari à l'époque, qui était essentiellement d'accorder un vœu à celui qui gagnait. Valahar dit que s'il le bête, il lui accordera n'importe quoi. Et s'il lui demande de Cependant, Hydrian dit que ce n'est pas ce qu'il veut, mais pour l'instant, c'est suffisant. À ce moment-là, il charge l'homme âgé, qui esquive facilement. Valahar, plein de confiance, dit qu'il vise le coup depuis le début. Notre garçon fait le même mouvement, et il semblait assez concentré, n'est-ce pas? Il continue la séquence d'attaque, et Valahar, d'un simple coup d'épée, bloque la frappe d'Hydrian, lui demandant si c'est tout ce qu'il a. Le jeune homme Valahar demande s'il a déjà abandonné. Hydrian, pensant qu'il est agaçant, admet que son oncle est très fort. Il attend qu'il libère son mana pour lui infliger une défaite encore plus misérable, concluant qu'avec ce niveau de mana cœur, il perdra sûrement. Peu après, le garçon change de sujet et demande si ce n'est pas étrange, mentionnant qu'il y a 400 ans, d'innombrables chevaliers avec des cœurs de mana ont accompli des exploits incroyables. Mais à cause d'une technique utilisable, les capacités... Tout le monde semble croire que la technique de la chaîne de mana est une façon bien plus puissante de manipuler le mana que le cœur de mana. En entendant cela, Valahar demande où il veut en venir, et il répond que en résumé, ce n'était pas le cœur de mana qui était faible, mais son maître, et tous les cœurs de mana ne sont pas identiques, demandant à son oncle s'il a déjà entendu. L'homme furieux dit que c'est un endroit pour se battre, pas pour chanter une chanson idiote. Hydrian répond qu'il savait déjà qu'il dirait ça, puisqu'il a même qualifié le cœur de mana de technique de bas niveau que seuls les mercenaires apprennent. Puis Hydrian invoque son mana, le chemin qu'un chevalier emprunte devient un accomplissement, et sans victoire, il n'y a ni fierté ni pouvoir. Les accomplissements gravés dans le cœur, et ces accomplissements gravés deviennent un poème chevaleresque. Soudain, le système annonce que le poème chevaleresque a été créé, et le garçon pense qu'il a réalisé au moins un petit accomplissement qu'il a construit au cours des 6 derniers mois. Et là se trouve le véritable pouvoir du cœur de mana. Le garçon brillait de partout, et Valahar dit que peu importe tant qu'il possède un cœur de mana, il ne pourra jamais vaincre le courant de mana. Et Hydrian, se moquant de tout le reste, charge son oncle qui dit que le mana elfique a la propriété d'inverser le flux de mana dans le cœur. Notre garçon avait des difficultés, tandis que son oncle était complètement à l'aise, disant qu'il est un maître pour endurer obstinément comme un idiot. Mais notre garçon sourit, pensant que pour obtenir ce poème, il a dû les plus de 100 fois, supportant la pression du mana elfique plus de 1000 fois. C'est un pouvoir forgé spécifiquement pour affronter un chevalier des courants. À ce moment-là, une explosion se produit, et là se trouve le véritable pouvoir du poème de duel. Maintenant, il pouvait enfin se battre pour de vrai. Sans perdre de temps, il était beaucoup plus confiant maintenant, se demandant combien de temps son oncle tiendrait. À ce moment-là, il recouvre enfin son épée d'aura, contre-attaquant notre garçon. Il fait un pas en arrière, et son oncle Hydrian dit qu'il avait déjà averti que tous les cœurs de mana ne sont pas identiques, mais l'homme ne veut rien entendre, disant qu'il est très arrogant. Juste après, il charge le garçon, le projetant contre le mur, disant que le temps de jeu est fini. Et le fait qu'il ait résisté, il a définitivement son mérite. Et alors qu'Hydrian tombe au sol, il pense qu'un poème chevaleresque de grade commun ne suffirait pas. Il se ressaisit, disant qu'il y a 400 ans, les chevaliers ont commis une erreur fatale. Ils n'ont laissé aucun... Au début, tout devait avoir été transmis intact. Les techniques d'épée et la méthode de raffinement du cœur. Il y avait aussi les glorieux poèmes chevaleresques, mais le temps a érodé ces brillants exploits, jusqu'à ce qu'ils... Des chansons sur des dragons jamais vus, et des rois géants dont personne n'avait jamais entendu parler. Au final, ils sont devenus rien de plus que des mythes vides. Bien sûr, de nouveaux poèmes chevaleresques auraient pu être créés, et de retour au présent, le protagoniste dit qu'une technique comme le courant de mana n'atteindra jamais la transcendance. À cela, l'homme dit que depuis un moment, il n'a rien... Et Hydrian pense que Valahar est un chevalier fou et arrogant, mentionnant qu'il est déjà temps pour eux de réaliser combien ils ont perdu. Après tout, s'il ne sait pas, il veillera à lui montrer le véritable pouvoir d'un utile. Il récite un autre de ses chants bénis, et le système avertit que son habileté actuelle ne supporte pas le grade de ce poème. Au final, il n'a réussi qu'à compléter moins d'un quart de la phrase du poème, qui est « Mais mon ami », cela suffisait déjà pour que le garçon charge son oncle, qui, incroyablement, parvient à bloquer l'attaque. Et maintenant, c'était lui qui avait des difficultés, pensant que si ça continuait... À ce moment-là, une explosion se produit, et le protagoniste est Au milieu de la fumée, son oncle était toujours debout, et le garçon regarde, demandant s'il n'avait pas dit qu'il utiliserait seulement une bague, pensant qu'après avoir utilisé ses 4 bagues, il n'a toujours pas pu empêcher son épée d'être fendue.
Notre garçon se relève, et Valahar pense que cela devrait être une vérité absolue, que le mana du cœur est inférieur au mana courant. Mais ce n'était plus le cas. Mon ami Hydrian dit que Valahar a été vaincu. Avec cela, le garçon continuait à se tourner dans son lit, disant que tout cela est à cause du poème chevaleresque. C'est le prix à payer pour forcer le pouvoir du poème au-delà de sa limite. Après tout, le poème du tueur de dragons est de grade mythique. Grâce à cela, c'était le premier poème chevaleresque qu'il a créé tout seul, et il continuera à se tenir ferme devant des vagues encore plus grandes. À ce moment-là, Adlia apparaît, heureuse que le garçon se soit enfin réveillé, disant qu'il y a eu une énorme agitation après qu'il se soit évanoui, et que, de plus, Valahar lui a demandé de lui faire savoir quand le protagoniste se réveillerait, mais le garçon dit de ne pas encore lui dire, car il veut se reposer un peu. Il ressent vraiment les conséquences de l'utilisation du poème, pensant que s'il ne récupère pas l'esprit endommagé par l'utilisation forcée les souvenirs du passé et la réalité deviendront un enchevêtrement chaotique jusqu'à ce qu'à un moment donné, la frontière de la réalité. Ainsi, la personne finit par devenir folle, revivant sans fin des moments de gloire dans un monde déformé, et penser qu'il est enfin devenu humain pour être de nouveau emprisonné par les souvenirs. Avec cela, le temps passe, et Adrien dit qu'Agnès Byron était une redoutable épéiste, et puisqu'elle est une descendante directe, elle pourrait hériter d'un poème chevaleresque. La fille est surprise d'avoir un ancêtre aussi incroyable, et Adrien dit que pour posséder un rang digne de ce poème, elle devra évoluer beaucoup plus. Cela dit, il lui demande ce qu'elle compte faire après avoir maîtrisé l'art de l'épée. En entendant cela, la fille reste silencieuse, et Adrien dit que si elle ne peut pas y penser maintenant, elle peut lui dire plus tard, et la fille répond qu'elle continuera à être son épée. À ce moment-là, Adrien est surpris, pensant que certains poèmes commencent par le son d'une trompette, mais il existe des poèmes chevaleresques dont les histoires commencent par un serment sincère. À ce moment-là, le système annonce qu'Adlia offrait un poème de soumission, et notre gars. De plus, parfois un poème comme celui-ci pourrait influencer les autres, et le système annonce qu'un nouveau poème chevaleresque a été créé. Regarde, celui-ci est de classe commune, et Adrien dit que le poème de soumission est un hymne dédié à un maître et un vœu de loyauté qui lie les âmes, même s'il a des caractéristiques serviles. Honnêtement, il n'y avait pas moyen de s'attendre à ce qu'une descendante de la reine des épées ait un poème de soumission. Alors il reçoit une aide inattendue, concluant que tant qu'il reste la cible de ce poème, la croissance d'Adlia lui apportera aussi des bénéfices. Notre garçon la remercie bientôt, pensant qu'il n'a toujours pas d'idée de la manière, et donc quelques jours passent, et notre garçon ne semble pas très heureux. Ces 2 nuits restent simplement silencieuses, et sa mère lui demande s'il se sent bien, et il répond immédiatement oui, pensant qu'il est plus facile de gérer quelqu'un qui déteste ce corps. Mais c'est beaucoup plus inconfortable. Peu après, sa mère lui demande s'il en veut à son oncle, disant qu'il ne voulait pas lui faire de mal, donc il devrait laisser ça derrière lui. Adrien dit qu'il n'en veut pas, et sa mère, nerveuse, rétorque qu'il a été très impoli et s'est plaint de tout, donc dire qu'il n'en veut pas est un mensonge. Mais le garçon dit qu'il ne ressent vraiment rien, pensant qu'il s'est déjà vengé ce jour-là. Et puisque toute sa fierté et ses convictions ont été niées, ça doit être dur pour lui de tout supporter. En gros, ce qu'il a planté dans son oncle ce jour-là, c'est un démon du cœur. S'il le supporte, il fera un bond encore plus. Peu après, sa mère dit que son oncle était plus proche de l'épée que les autres, d'où sa rudesse. Pourtant, il doit avoir une bonne impression du protagoniste, car il a même persuadé sa majesté. Grâce à lui, son enfermement a été levé plus tôt que prévu. Mais comme l'incident imprévu est survenu juste après la fin de son enfermement, la position de son oncle doit être devenue très difficile. En entendant cela, Hydrian pense que c'est pour ça qu'il a agi de manière si désagréable avant. Mais dans tous les... Un peu plus tard, un vieil homme apparaît avec une pile de livres, et Hydrian dit qu'il déteste ça de tout son cœur. À ce moment-là, le garçon commence à faire une scène, demandant pourquoi il doit étudier. Et le vieil homme dit qu'une personne qui... Furieux, Hydrian demande s'il appelle un animal, et l'homme répond que Votre Altesse vient juste de commencer ses études et ne peut donc pas être classé ainsi. Mais il dit avec confiance qu'il sait déjà tout ce qu'il doit faire et qu'il n'y a pas besoin d'apprendre autre chose. En entendant cela, le vieil homme dit que si c'est le cas, ils vont faire ceci, demandant de discuter de quelques sujets. Et si les capacités de Votre Altesse sont tout ce qu'il prétend, il ne reviendra plus le déranger. Ainsi, Hydrian accepte, et un peu plus tard, il dit qu'il... Car par nature, si vous donnez trop de liberté aux gens, ils finissent par vous piétiner. Je ne comprends plus rien. Mais le vieil homme dit que tout va bien, et en lui tendant un livre, il dit que ça va être intéressant pour le garçon. Les deux continuent cette session. Une fois tout terminé, le vieil homme dit qu'ils continueront leur conversation demain, et incroyablement, Hydrian semble avoir aimé ça. Puis, quelques minutes plus tard, il réalise ce qu'il faisait, pensant que ça s'est finalement transformé en leçon. Pendant ce temps, le vieil homme était surpris,
pensant que le prince est très différent de ce que disent les rumeurs. Et donc, un jour passe, et notre garçon est affalé sur le lit, disant qu'il s'ennuie beaucoup, se demandant s'il a été trop assidu dernièrement, car il n'a rien à faire puisqu'il ne s'entraîne pas, n'est-ce pas? À ce moment-là, Adlia apparaît en disant que Lord Valahar est là, et le garçon est heureux d'avoir enfin un visiteur, lui demandant de le laisser entrer, pensant que quelques jours se sont écoulés depuis leur dernier duel, donc il était temps qu'il se... Mais quand il regarde le gars, on dirait qu'il a été percuté par un camion, et il n'a définitivement pas surmonté le démon du cœur qui a été planté en lui. Le gars reste silencieux, et juste après, incroyablement, il a brisé la promesse qu'il s'était faite, et à cause de cela, lui a causé une grave blessure, et même s'il s'excusait 1000 fois, rien ne justifierait ce qu'il a fait. Mais le gamin pense que la raison pour laquelle il avait besoin de traitement n'était pas l'aura blade de son oncle, mais parce qu'il s'était forcé à... Et puis, tout de suite, il se souvient de ce que sa mère avait dit, car puisqu'il a causé des problèmes, la situation de son oncle doit être devenue très compliquée. Pendant ce temps, s'il le voulait, il pourrait prendre son bras, et même son œil, et évidemment, le gamin ne voudrait pas ça, demandant pourquoi il souhaiterait quelque chose comme ça, pensant qu'avant, il aurait été au niveau d'un maître d'épée. Mais maintenant, alors le gamin dit qu'il sera généreux, déclarant qu'il souhaite qu'il le laisse sortir un moment. Valahar dit que puisque son assignation à résidence est terminée, il peut sortir. Mais Adrien dit qu'il ne parle pas d'une sortie d'une journée, et veut vraiment aller ailleurs, plus loin, et plus précisément en dehors de la capitale. Le gars dit qu'il faudra un certain temps pour tout arranger, et comme un banquet approche, ils ne peuvent pas aller trop loin. Mais Adrien ne veut rien entendre de... Une fois tout réglé, le vieil homme dit qu'il les contactera dès que l'emploi du temps sera fixé. Puis le gars quitte la pièce, et Adrien demande pourquoi le chevalier le regarde comme ça. Qui dit que c'est un peu inattendu, car il pensait que votre Altesse... Après tout, le comte a rompu sa promesse, et en de nombreux sens, c'est une rare opportunité. Cependant, Adrien dit que voir cet homme têtu agir ainsi lui a fait un peu de peine. En entendant cela, le chevalier commence à rire. À ce moment-là, Adlia apparaît en disant que la lettre qu'il attendait est enfin arrivée. Elle a été écrite par Arouan, qui dit qu'elle a récemment réalisé un petit accomplissement et pense pouvoir bientôt lui rendre visite, espérant qu'il reste en sécurité jusqu'à ce... Le gamin regarde le message avec joie, disant qu'il arrive à point nommé, et 5 jours plus tard, son oncle envoie une confirmation, et 2 jours supplémentaires passent jusqu'au jour du départ. En tout, 1 semaine s'est écoulée, et le protagoniste, dans une carriole, le gars garde son humeur habituelle, disant qu'il ne peut pas rester silencieux, et puisqu'il va expliquer, il pourrait au moins rester assis dans la carriole. En gros, l'endroit, c'est le principal centre de production d'armes pour le palais, et il y a une mine de fer pour fournir des matières premières de haute qualité, ainsi qu'une guilde de forgerons pour les affiner. Il n'est pas exagéré de dire que plus de la moitié des armes de la famille royale est surpris. Adrien pense qu'étant donné que son niveau a beaucoup augmenté, il est grand temps de trouver une épée à lui. Au départ, il pouvait simplement prendre une épée décente dans l'arsenal royal, mais malheureusement, comme la vie n'est pas facile, ils ne peuvent... Après tout, ils n'ont pas oublié ce que le gamin a fait dans le passé, mon ami. Compte tenu du parcours de ce gars, c'est tout à fait normal, mais dans tous les cas, cela signifie que s'il veut une vraie arme, il devra l'obtenir en dehors du palais. De plus, quoi qu'il en soit, ce voyage de 20 jours était sur le point de commencer. Le voyage implique un bref arrêt dans le territoire du comte Hélène, à 3 jours de la capitale royale, et une visite au château du Lion de Fer à nouveau, à 2 jours. Et en ce moment, le protagoniste est assis dans cette carriole depuis 3 jours entiers sans bouger un seul muscle, et malheureusement, la personne assise en face de lui n'est pas du tout amusante. Le gamin était vraiment très déçu, se demandant si son cœur est vide à cause de l'effet secondaire de l'utilisation du poème de dragon, mais il est déjà temps de commencer à le remplir à nouveau. Ses sens étaient encore aiguisés car il pouvait sentir tout, de la légère brise qui passait aux voix des chevaliers dehors, et en rassemblant les fragments de mana cachés parmi eux, incroyablement, il réussit à le faire. Mais quelque chose est différent car son cœur de mana est beaucoup plus grand, et le système avertit qu'il a tenté un miracle impossible et a entrevu un fragment de cet immense... Adrien pense que c'est le résultat d'avoir forcé l'utilisation du poème de dragon, et à ce moment-là, le système annonce qu'il a atteint le niveau de spécialiste de l'épée. Sa connexion à la source s'est un peu améliorée, et certaines restrictions. En conséquence, l'autorité du troisième œil a été considérablement améliorée, et Adrien, sans perdre de temps, commence à examiner son corps réalisant qu'il a beaucoup évolué. La scène se déplace ensuite vers le territoire du comte Hélène et, bon, juste après cela, quelqu'un dit qu'il ne peut pas exprimer l'honneur de les rencontrer ainsi. Se présentant, il dit que son nom est Edgar de la famille Hélène, et l'autre homme Adrien les remercie pour leur hospitalité, et l'homme en uniforme rouge dit qu'ils doivent être épuisés par le long voyage, leur demandant de le laisser les conduire et faire. Sur ce, le garçon traverse le manoir, pensant qu'ils ont dit que c'était un endroit de fabrication d'armes. En effet, il y a des armes de toutes sortes,
Mais ce ne sont que des objets de basse qualité. Tapac s'engrave l'œil mais inutile en combat. Trouver ce qu'il cherche, Fr. Changeant de sujet, il demande si la guilde des forgerons est dans le territoire. Si c'est le cas, il aimerait jeter un œil. Quelques minutes plus tard, le majordome dit que les forgerons sont Fr. Et quand le travail bat son plein, ils ignorent souvent même le seigneur, même s'il vient en visite. Même s'il trouve leur comportement offensant, il doit faire preuve de clémence. Fr. En regardant la forge, le garçon est surpris et l'homme dit que la chaleur est intense, lui demandant de les prévenir si ça devient trop difficile. Le protagoniste continue de regarder en silence, pensant que les flammes rugissent et que les forgerons martèlent le fer. Fr. Et au milieu de tout ça, il y a un son particulièrement clair. Le garçon semble reconnaître cela, pensant que c'est probablement ça. Après tout, son premier souvenir est qu'il a oublié qu'il était autrefois une épée, non? Peu après, Fr. Cependant, il détourne le regard, continuant à observer le forgeron. Peu après, tous les forgerons se présentent, saluant le grand prince. Le majordome dit que c'est celui en charge de la guilde. Fr. Le type en colère demande ce qu'il fait, lui ordonnant de s'arrêter immédiatement et de saluer le prince. En entendant cela, Hydrian dit simplement à l'homme de se taire, et en regardant ses jeunes, Fr. Puis il dit que le fer refroidit, et s'il compte laisser le feu de la forge s'éteindre, ils n'ont qu'à rester là. Sans perdre de temps, Gérald recommence à forger, et Hydrian reste silencieux. Ce gars ne peut pas s'empêcher de regarder ce maudit forgeron. Fr. Le protagoniste a vu quelque chose chez ce jeune homme, se demandant ce que c'était exactement. Un peu plus tard, le majordome dit que, pour une raison quelconque, cet homme répète le procès. Fr. Le garçon demande s'ils ont tous pu être des échecs, mais le jeune homme ne semble pas au courant. Puisque chaque épée qu'il fabrique est un chef-d'œuvre, il est reconnu comme... Pour lui, les épées forgées par le forgeron semblaient parfaites, et c'était un mystère pourquoi il les fondait toutes. De plus, cela fait un mois qu'il dort à peine, concentré sur son travail, et comme il n'est plus jeune, il s'inquiète pour sa santé. En entendant cela, Hydrian ne peut penser qu'à ce que cet homme est un véritable artisan. Plusieurs jours passent, et chaque matin, le prince arrive tôt à la forge et ne part que tard dans la nuit. Pendant ce temps, le vieil homme continue son travail quotidien, tandis que notre garçon se contente de regarder en silence. Contrairement à la tension causée par les rumeurs sur l'arrivée du premier prince, aucun incident ne se produit. Mais enfin, le jour du départ du prince arrive. Pourtant, le garçon continue de regarder le forgeron travailler sans s'arrêter. Puis, le protagoniste dit qu'il espérait voir l'épée terminée avant de partir, mais notre héros semble vraiment très regretté, disant que puisqu'il part, ils ont prévu une fête d'adieu ce soir, et à cause de cela, il devra partir à l'aube. Ainsi, le temps passe, et le jour se lève enfin. Peu après, le majordome apparaît, disant « Sans perdre de temps », le garçon se dirige vers l'artisan qui tenait l'épée en essuyant sa lame. Cette arme mérite vraiment d'être appelée chef-d'œuvre. Puis le vieil homme s'agenouille devant le prince, disant qu'il dédie cette épée au garçon. Et Hydrian pense qu'il suffit de la chauffer comme le soleil au lever et de la refroidir jusqu'à ce que sa teinte corresponde aux robes pourpres du roi. Si c'est fait, une épée polie comme le soleil est digne d'un roi naîtra. Je ne comprends plus rien. Hydrian continue de regarder l'épée, demandant si elle a un nom. Le forgeron dit qu'il pensait l'appeler Twilight, voulant savoir si ce serait le crépuscule de l'aube ou du soir. Pour lui, cela devrait être le crépuscule. En entendant cela, Hydrian dit qu'il s'exprime très bien pour son âge. Mais en attendant, l'homme ne semblait pas bien. Tombant au sol, il dit qu'il est soulagé d'avoir fini l'épée. Sans perdre de temps, notre garçon aide le forgeron, disant qu'ils devront... Ainsi, le temps passe. Et Hydrian s'occupait du forgeron, qui dit que lorsque votre majesté s'est arrêtée derrière lui ce jour-là, l'épée a pris forme comme si c'était le destin. L'épée a choisi son jour pour naître, et Hydrian demande si c'est un... Et s'approchant de l'homme, il lui dit quelque chose que nous ne savons malheureusement pas. Il a probablement dit qu'il était en fait une épée dans le passé, n'est-ce pas? Et en entendant cela, le vieil homme dit qu'il pourrait même être Dieu. Mais enfin, maintenant il comprend tout, demandant à voir. Et en la prenant, il souhaite que cette épée devienne aussi magnifique que son porteur. Juste après cela, le protagoniste, tenant la main du vieil homme, dit que cela le sera sûrement. Puis, mon ami, le vieil homme est tristement décédé. Peu après, la chose bénie avait déjà été emballée. Et le majordome dit qu'il ne peut mesurer la valeur d'une épée forgée avec l'arme elle-même, mais il croit qu'elle pourrait ne pas convenir à votre Altesse. Par coïncidence, il avait une autre épée magique qu'il comptait lui offrir, demandant d'accepter le... Hydrian, à son tour, est surpris, disant que c'est une bonne arme, pensant que même si ce n'était pas de haute qualité, c'est une excellente épée de milieu de gamme. Cependant,
il dit qu'une épée forgée par un maître renommé qui a mis son âme est déjà un magnifique cadeau. De plus, en entendant cela, le majordome réalise immédiatement le désordre dans lequel il s'est mis. Mais il n'a d'autre choix que d'accepter, pensant qu'il avait essayé de récupérer l'épée du maître en utilisant l'autre comme appât. Mais malheureusement, un peu plus tard, tout le monde s'organise déjà pour retourner à la ville royale. Notre garçon observe tout en silence. Peu après, Valahar dit qu'il devrait se préparer, car il prévoit de chevaucher rapidement aujourd'hui pour atteindre le château de l'Iron Lion ce soir. Tout le monde est surpris par cela, mais il n'y a pas moyen que le gamin le sache. Après tout, il était autrefois une épée, n'est-ce pas? Ainsi, le temps passe, et les protagonistes semblent avoir rencontré des problèmes. Mais heureusement, tout s'est bien terminé. Là se trouvait le soi-disant château de l'Iron Lion, et juste après, une foule de soldats apparaît. Le gars là-bas dit que York de la famille Willow salue l'honorable premier prince. En voyant cette situation, Hydrian semble avoir remarqué quelque chose. Évidemment, il y a une raison à cela, n'est-ce pas? Et ensuite, le protagoniste, commençant à les provoquer, appelle Arwan. La fille lui répond alors, disant qu'elle comptait les jours, et à ce moment-là, mon ami, tout le monde commence à bouillir de haine, voulant s'en prendre au protagoniste. Et, incroyablement, la même chose arrive avec Adlia. À cela, Hydrian, voyant ce qui se passait, place une main sur... Quoi qu'il en soit, il était bon de réveiller sa nature servile à l'avance. Peu après, Hydrian appelle Arwan, lui demandant de le suivre, car il y a beaucoup de choses dont ils doivent parler, pensant qu'il serait encore mieux que ces gars les accompagnent. Un peu plus tard, le protagoniste tenait une épée, disant qu'il voulait voir le savoir-faire de l'Iron Lion, car on dit que c'est le meilleur du royaume. Et si c'est le cas, il voulait savoir... Les soldats commencent à discuter, et Hydrian observe simplement, disant que si sa position est un fardeau pour eux, il garantit au nom de Léon Berger que personne ne sera tenu responsable du résultat du duel, demandant si personne ne se présente encore, et qui aurait pensé que les célèbres Iron Lions seraient si... En entendant cela, un soldat accepte alors le duel, et ce rouquin s'appelle Dal. Il est loin d'être digne de représenter le savoir-faire de l'Iron Lion, mais s'il est permis, il oserait se tenir devant votre Altesse. Cependant, Hydrian dit qu'il n'y... Et sans perdre de temps, le soldat charge vers lui, et le gamin, complètement calme, bloque le coup. Le rouquin a des difficultés, et à cet instant même, avec une grande aisance, il est projeté loin. Cet homme au cœur est vraiment ridiculement... Et Hydrian, sans perdre de temps, dit immédiatement au suivant de se présenter. Ce gars-là essaie aussi de confronter notre garçon, mais malheureusement, il rencontre le même sort que l'autre soldat. Puis le temps passe, et le gamin continue à battre. Il commençait déjà à s'ennuyer, et peu après, tous les soldats étaient étendus au sol. Hydrian pense qu'il commence à perdre patience et veut se battre contre les membres officiels. Ensuite, le garçon appelle Arwan, disant que lorsqu'il retournera à la fille reste silencieuse, mais malgré tout, elle accepte l'ordre du garçon. Peu après, un autre soldat apparaît, disant qu'il a entendu qu'Hydrian aime faire des paris. Et si c'est le cas, Mais à ce moment-là, mon ami, Hydrian réalise ce qui se passe et refuse rapidement le pari, mentionnant qu'Arwan n'est pas un prix de tournoi. Si c'est le cas, il devrait parier autre chose à la place. Et prenant sa nouvelle épée, il dit que s'il gagne, Tout le monde est surpris par ce que le protagoniste a dit, et lorsque la fille était sur le point d'interférer, Hydrian dit qu'elle vaut bien plus que cette épée, pensant que la valeur d'un maître d'épée ne peut être comparée à une arme comme ça. Ensuite, le gars aux cheveux courts accepte le pari en disant que son nom est d'un rang de la famille Fahrenheit et qu'il est sur le point d'atteindre le triple courant. Hydrian dit qu'au final, cela signifie qu'il est un double courant. Et le gars, furieux, dit « S'il gagne, cette épée appartiendra à votre majesté. » Et en entendant cela, Hydrian dit que c'est une coïncidence. Et en dégainant son arme, il dit qu'il a aussi une épée qu'il a reçue de ce maître. C'est la 100e œuvre du maître, mais le gars dit qu'il n'a... Cependant, Hydrian dit que cette œuvre a été achevée il y a seulement quelques jours, et le soldat, invoquant son courant de mana, dit que bien que votre majesté emprunte le mauvais chemin de l'épée, il peut voir un effort implacable dans chacun de vos pas, et par respect pour cela, il fera de son... Après cela, Hydrian dit qu'il ne fait que dire des absurdités, mais cela ne change rien, puisque ce n'était jamais un endroit qu'il aurait pu appeler sien depuis le début. Déclarant que le respect qui lui est dû ne doit venir que... Et invoquant son cœur de mana, il demande à Adlia de regarder attentivement, car ce chemin est celui qu'elle doit emprunter désormais. Et en entendant cela, la fille commence à briller à nouveau, disant qu'elle... Un peu plus tard, la scène se déplace ailleurs, et Valahar demande combien de fois ils sont déjà venus au château du Lion de Fer, et l'homme à ses côtés répond 4 au total. Le 4e prince n'a aucun intérêt pour le trône, donc les 3e et 5e princes sont apparus lorsque le 1er prince était en résidence surveillée, et le 2e prince est aussi passé récemment. Cependant,
Peu importe sa mauvaise réputation, il est indéniable que le premier prince est l'héritier légitime du royaume. Mais pour en être Syl, le commandant de la 3e Légion, avait soutenu le premier prince ne serait-ce qu'un peu, il ne serait pas si isolé. Se demandant pourquoi il agit comme son protecteur maintenant, l'homme pense qu'il n'y a pas de mensonge dans ses mots, car il a en effet... C'était quelqu'un qui avait plus de chances de devenir un tyran qu'un dirigeant incompétent. Il y a même eu un jour où il l'a réprimandé pour avoir bu un élixir maléfique, et le gamin, incroyablement, s'est jeté sur lui avec une épée. Cet idiot de premier prince, en gros, un vaurien sans espoir. Et quand il est retourné au nord, déçu, son neveu lui a envoyé du vin empoisonné. Il a même eu l'audace de l'appeler un cadeau. Et tandis qu'il brûlait le poison bon marché d'origine douteuse avec son mana, il a aussi brûlé ce... Mais ce vaurien qu'il pensait ne jamais changer a fini par faire le contraire tout à coup. Il subissait un entraînement sévère et grandissait jour après jour. Puis l'homme a demandé si ce n'était pas Valar lui-même qui avait dit que le premier... Mais mon ami, son oncle avait déjà changé d'avis, pensant que l'enfant qu'il est maintenant n'a rien à voir avec celui qu'il était autrefois. Lui demandant de donner une chance au jeune homme pour qu'il puisse au moins partir sur la même ligne que les autres. L'homme, Valar, commence même à supplier et bien sûr, l'autre ne savait pas quoi dire, mentionnant qu'il ne sait pas s'il a changé ou si c'est le premier prince. À ce moment-là, un soldat ouvre la porte. Un peu plus tard, les deux marchaient dans le château et l'homme à ses côtés dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter autant, car ces soldats connaissent leurs limites, donc rien ne se passera. Peu importe l'intensité du duel, il ne laisserait jamais un membre de la... Mais l'homme dit que ce n'est pas le prince qu'il doit craindre en ce moment, mais son chevalier. Et voilà mon ami, cela s'est produit comme il l'a dit. Soudain, l'homme est projeté dans les airs. Il était complètement à terre, et tout le monde était sûr. L'homme à ses côtés ne comprenait pas ce qui se passait, et Valar dit qu'il l'avait déjà dit auparavant. Le protagoniste ne s'arrête pas une seule seconde, et levant son épée, il... Ensuite, un flashback apparaît avec le protagoniste combattant encore le gars aux cheveux courts, pensant que son poème de duel actuel n'est pas suffisant. Et bien sûr, il ne pouvait pas utiliser. À cela, le jeune homme active son cœur de mana, pensant que son corps ne lui appartient plus, et incroyablement, cette même sensation d'autrefois se reprend. L'enfant entre essentiellement dans un état de concentration plus profonde, et à ce moment-là, leurs épées s'entrechoquent, et revenant au présent, le gars est littéralement projeté. Ainsi, le temps passe à nouveau, et Hydrian continue de vaincre chaque... Un peu plus tard, il était presque nuit, et le garçon avait déjà mis à terre une grande partie des chevaliers. Il commence à réciter un poème de duel, et le système l'informe qu'il a réussi à ajouter un nouveau vers. Il avait évolué d'un point. À ce moment précis, le garçon était sur le point de s'évanouir, mais l'un des chevaliers l'aide en disant qu'il souhaitait rendre hommage à la victoire remportée par votre Altesse. Tous les chevaliers saluent le protagoniste qui, ne comprenant rien, pense qu'il y a à peine un instant. Pendant ce temps, Valar et l'autre homme regardaient tout cela de loin, et l'homme dit qu'ils sont des gens simples par nature, mentionnant que rien ne les excite plus, sauf l'épée et la victoire. Juste après, Valar dit qu'à en juger par son visage, il doit avoir pensé qu'il gagnerait le ressentiment de ses soldats. Cependant, une défaite honnête vaut plus qu'une victoire sale. Quoi qu'il en soit, et en entendant cela, Hydrian pense qu'il avait cru que tout ce qu'il savait avait été oublié avec le cœur de mana. Mais il semble qu'au moins une seule chose n'ait pas changé. Peu importe la défaite ou la victoire, l'esprit... Ainsi, un certain temps passe, et Hydrian semblait déjà retourner dans son royaume, disant qu'il espérait les revoir une autre fois. Tout étant réglé, le garçon s'apprêtait à monter dans la voiture, mais il appelle le comte, demandant de garder secret ce... Et Willowden demande si le rendre public ne serait pas avantageux pour votre Altesse. Cependant, il dit que cette fois-ci, ce sera différent. Il voulait jouer un tour à quelqu'un de particulier. Peu après, les soldats... Pendant ce temps, Arwen observait silencieusement notre garçon. Elle ne semblait pas très heureuse. Et Hydrian pense qu'elle s'adaptera bientôt aussi. Quoi qu'il en soit, il devrait aussi se reposer, non? Et quand il... Pensant qu'il avait clairement recruté un génie de rang S, pourtant elle faisait encore des tâches de servante. Mais le pauvre gars veut juste se reposer maintenant. Et peu après, Adlia demande s'il y a quelque chose qui le dérange. Cependant, il dit que lorsqu'il a utilisé la compétence d'évaluation, le talent à l'épée de la plupart des chevaliers ne dépassait pas le rang B. Mais dans le passé, ils auraient à peine atteint le niveau moyen. Et même après une vie d'entraînement sévère. Cependant, les gens d'aujourd'hui avaient atteint un niveau équivalent à celui d'un expert en épée en seulement 20 ou 30 ans. En bref, les capacités des surhumains avaient chuté drastiquement, tandis que celles des roturiers avaient fait un bond exponentiel. Et son oncle est quelqu'un qui, dans le passé, aurait même pu atteindre la transcendance. C'est pourquoi il était si mécontent de le voir gaspiller ce potentiel. Cependant, cette époque est celle où il n'y a même pas l'opportunité d'accomplir des exploits, au-delà d'un degré extraordinaire.
et il doit admettre qu'il ne connaît pas bien cette époque. Pour cette raison, il devra réévaluer tout depuis le début. Et juste après cela, Valahar apparaît, disant que c'est la bonne attitude. Il n'est pas encore trop tard. Et s'il travaille dur, il a déjà conquis les lions de fer, mentionnant que si c'était d'autres princes, il n'aurait pas pu s'entendre avec eux si naturellement. Affirmant qu'Hydrian a pris une décision très sage. Qu'est-ce que c'est? Ce gars est bien trop gentil. C'est étrange. Le protagoniste, il demande même s'il est devenu fou. Cependant, son oncle demande s'il ne se souvient pas des conditions du pari qu'il avait fait avec lui. En gros, il s'agissait de... Et il fera comme promis, disant que Valahar, commandant de la 3e Légion, soutiendra officiellement le prince du royaume. En entendant cela, notre garçon est instantanément stupéfait, voulant savoir. Et ainsi le temps passe, et mon ami, la déclaration de ton oncle a frappé le royaume comme une bombe. Tout le monde félicitait le gamin. Et au milieu de tout ce chaos, notre héros était là. Il dit que l'endroit... Cependant, Karl dit qu'ils sont venus par ordre royal, donc ils ne partiront pas même s'il leur ordonne. Si c'est le cas, Hydrian leur demande au moins... Et un peu plus tard, notre garçon se reposait un peu, mais cela n'a duré que peu de temps, et à ce moment-là, son frère apparaît, disant qu'il a agi dans son dos. Car après cela, il a même appris secrètement l'escrime auprès du comte Valahar. Mais mon ami, il a fait une terrible erreur, et c'est pourquoi il va lui faire payer cher de l'avoir ridiculisé. Cependant, le protagoniste savait à peine comment répondre à cela. Après tout, il n'avait jamais... À ce moment-là, un flashback apparaît, avec Hydrian disant qu'il va jouer le jeu pour l'instant, mais il doit clarifier qu'il n'est pas intéressé par quoi que ce soit concernant le trône. Se demandant pourquoi il a commencé cela sans même le consulter, et entendant cela, Valahar demande s'il s'inquiète. Après tout, il est le bouclier qui protège le royaume des monstres des montagnes du Nord. Tant que la famille royale et les nobles n'oublient pas la rigueur de l'hiver, la maison tiendra. C'était juste une question de temps. Demandant s'il ne connaît vraiment pas le sort d'un fils aîné qui n'hérite pas du trône, et que la situation ne changera pas en se cachant. S'il a besoin de temps pour accepter la réalité, il en aura autant que nécessaire. Mais il doit garder à l'esprit que la légitimité du fils aîné ne disparaîtra pas tant qu'il est en vie. Après cette conversation, son oncle quitte la pièce, et Hydrian dit que peu importe le temps accordé, il ne changera pas d'avis. Après tout, ce qu'il doit vraiment retrouver, c'est son autorité et son pouvoir, qui avaient atteint la transcendance. Ce n'est pas parce qu'il veut quelque chose comme le droit de succession, du moins c'est ce qu'il pensait, non? Au milieu de cette fête, notre garçon entre, et tout de suite, on sent que l'atmosphère n'est pas bonne. Les regards sont braqués sur lui, même une silhouette encapuchonnée l'observe, et c'est ainsi que le banquet commence. Le plus drôle, c'est qu'ils ont tous le trait du cœur de serpent, une marque de ceux qui volent et piétinent la vie des autres sans hésitation. Les seuls vraiment dignes d'intérêt sont ce petit groupe devant, et quand le protagoniste va saluer Taylor, il dit qu'ils auraient dû parler avant, pensant que même sans grand talent, au moins il n'est pas corrompu. À ce moment-là, un soldat apparaît en annonçant que l'ambassadeur Couillon de Bourgogne-Montpellier arrive. Quel nom ridiculement difficile. Tout le monde s'incline devant le vieil homme, un noble de haut rang. Puis l'homme dit que cela fait longtemps, et en entendant ce nom, le garçon semble surpris. Un flashback apparaît, Hydrian se rappelle que c'est l'homme pour qui ils ont combattu il y a 400 ans, un nom qui a laissé des cicatrices. À ce moment-là, un noble trébuche soudainement, et il a complètement trempé le protagoniste. Le gars s'excuse, et Hydrian, le regardant, dit que ce n'est pas grave. Il change de sujet et demande à Karl qui était... Hydrian dit qu'il semble que tout le monde ne soit pas complètement pourri, et grâce à cela, il se calme un peu. Quelques minutes plus tard, il se lave le visage, et son oncle apparaît, disant que Marcus Bielfeld a commenté qu'il avait... Son oncle lui demande ce qu'il prévoyait de faire, et il répond qu'il n'est pas si stupide, mais il y a une chose qu'il ne comprend pas. La maison maléfique de Bourgogne affiche son pouvoir au cœur du royaume, et les nobles les vénèrent plus que... Il y avait trop de tensions pour appeler cela la paix, et une relation trop déséquilibrée pour la qualifier d'alliance, se demandant comment le pays en est arrivé là. Son oncle dit qu'il n'y a pas d'histoire particulière, mentionnant que le royaume a résisté à de nombreuses invasions. Les chevaliers se sont levés pour repousser l'ennemi. Cependant, avec le temps, l'empire a continué de croître, et l'écart entre eux ne faisait que se creuser. Face à un empire devenu superpuissance, le royaume n'a eu d'autre choix que de plier. Malgré sa petite taille, le royaume avait quelque chose qui lui permettait de résister à cet empire puissant. Depuis sa fondation,
des réalisations s'étaient accumulées, et même des mythes, et ils ne doivent pas oublier le poème des chevaliers. Et juste après cela, le protagoniste dit qu'il a changé d'avis, déclarant qu'il veut devenir roi. Valahar est surpris, et Hydrian pense qu'il pourrait le regretter, mais c'est quelque chose qu'il doit faire. Peu après, notre héros retourne au banquet et, en regardant autour des nobles, semble inquiet pour quelque chose. Hydrian pense que cette étiquette est si négligée qu'elle ne se rapprocherait même pas du traitement réservé à un noble étranger, se rappelant que dans le passé, quand son ami se tenait devant son peuple, personne n'imaginait qu'il devait. Après tout, il n'était rien de plus qu'un garçon de campagne d'un village reculé. Et pourtant, il s'était avancé devant le peuple, exactement comme il le fait maintenant. Le garçon commence alors à réciter le poème des chevaliers, pensant que comparé à celui du tueur de dragons, celui-ci est supportable. Mais il n'y a pas de meilleure occasion que celle-ci pour la situation actuelle. À ce moment-là, tout le monde commence à fixer notre garçon, et sans perdre de temps, il s'incline enfin. Hydrian dit qu'ils peuvent relever la tête maintenant, mais à ce même moment, il ressent une énergie différente. En regardant sur le côté, il voit cette fille encapuchonnée. Elle retire sa capuche, et c'est une elfe qui dit être surprise que quelqu'un se souvienne encore des poèmes chevaleresques. Hydrian semble reconnaître cette femme, se demandant comment cette folle était là. La plus belle création façonnée par les dieux, une race bienveillante qui ne gaspille même pas la plus petite vie. Mais en réalité, ce sont des gens cruels qui utilisent la beauté comme appât pour mener leurs adversaires à leur perte. Les hauts elfes, nés déjà au niveau héros, sont encore... Et celle qui se tient devant vous n'est pas une haute elfe ordinaire, mais un être ayant vécu près de 1000 ans, une haute elfe ancienne. Son nom est Sigrin, et elle fait partie de l'expédition qui a tué le dragon furieux il y a 400 ans. Dans le passé, cette fille était obsédée par le désir de posséder le protagoniste une fois son maître tué, se demandant si elle l'avait reconnu. Juste après cela, la fille demande s'ils ne se sont pas déjà rencontrés, car il lui semble familier, et Hydrian, sans perdre de temps, secoue simplement la tête. La fille continue de fixer notre héros, qui pense que Sigrin était déjà l'une des créatures les plus puissantes de son temps à l'ère de l'épée, il y a 400 ans. Il ne veut même pas imaginer quel genre de monstre elle est devenue maintenant. Et juste après cela, elle dit que les humains réagissent aux elfes de deux manières lors de leur première rencontre. Mais, d'après ce qu'elle peut voir, votre Altesse ne semble pas avoir atteint ce niveau. Hydrian répond qu'il a juste des goûts esthétiques différents. La fille, entendant cela, va donc s'inquiéter. Elle finit par partir, et Hydrian pense qu'il a survécu, du moins pour l'instant. Peu après, une foule de filles se présente, et il y a même un enfant, personne ne peut plus supporter ce désordre. Sa mère dit qu'une future princesse doit être sage, vertueuse, et bien d'autres choses. Je ne pouvais plus supporter cette vieille femme non plus. Juste après, un soldat annonce que À ce moment-là, cette fille encapuchonnée apparaît, disant que Sigrin, de la tribu du Guy, salue notre belle reine Margarita. Je viens juste d'apprendre le nom de cette femme. Elle dit qu'il a été très longtemps depuis que les elfes ont visité le royaume. Et c'est vraiment surprenant. Sigrin dit que votre majesté semble chercher une épouse pour le prince. Et incroyablement, son âge n'est pas si différent du vôtre, votre Altesse. Waouh, je peux déjà voir ce qui va se passer. Elle a entendu que les elfes, qui préservent leur beauté si longtemps, sont des partenaires idéaux pour... En effet, dès qu'elle a vu le prince, elle a senti que leur destin était lié. C'est trop. Notre garçon est surpris, pensant que les elfes ne mentent jamais sur le destin, se demandant si c'était sincère. Margarita Ecote, Itani. Puis tout le monde dans la salle commence à en discuter, voulant savoir si c'était vrai. Hydrian, sans perdre de temps, prend la fille par la main, disant qu'il... Quelques minutes plus tard, Hydrian l'interpelle, lui demandant son véritable objectif. Elle répond que c'était juste pour renforcer les liens entre sa tribu et le royaume. Cependant, Hydrian dit qu'il va demander l'exécuteur qui porte depuis des siècles le karma du massacre de sa race et l'épée de la tribu du Guy, demandant si son objectif est une enquête ou même une exécution. À ce moment-là, l'expression de la fille change, demandant comment il sait tant de choses sur elle. Et Hydrian, observant en silence, pense qu'elle est un monstre dont il ne peut même pas mesurer la force dans son état actuel. Si elle ressent un destin en lui, cela signifie qu'elle a un niveau suffisamment élevé pour entrevoir le passé gravé dans son âme. Juste après, la fille dit qu'il sait qu'elle est une exécuteur, et ne comprend toujours pas à quel point il est stupide de rester silencieux devant elle. Cependant, le garçon prévient qu'il comprend très bien,
car il sait aussi qu'en parler trop devant un exécuteur et tout. Quoi qu'il en soit, elle doit arrêter ce désordre, lui demandant de ne pas interférer dans son destin, pensant qu'à ce moment, elle doit seulement ressentir de la curiosité pour lui. Si cela continue, le destin insignifiant d'un humain sera gaspillé. Si tel est le cas, il doit susciter un plus grand intérêt. Et Sigrain demande qui il est vraiment. Il dit qu'à cet instant, il n'est qu'un prince pathétique abandonné même par son propre père. Et si elle est curieuse, elle n'a qu'à attendre. En entendant cela, la fille est surprise, disant qu'elle savait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Après tout, on ne l'enverrait pas en mission aussi idiote. Mais maintenant, elle comprend que tout cela est à cause de lui. Et le pauvre protagoniste, voulant. Peu après, la scène revient à la salle du roi. Et là, les deux se tenaient par la main. Il se présente devant la reine, et Hydrian dit qu'il a quelque chose à déclarer, affirmant qu'il acceptera les fiançailles avec la fille. Ça va trop vite. Pensant qu'il n'aurait jamais imaginé le jour où il dirait le nom de cette fille avec une telle familiarité, c'est bien trop important pour qu'il décide si rapidement. Alors il va juste observer la situation pour l'instant, pensant que pour la reine, cela prendra du temps. Tandis que pour Sigrain, ce sera juste le temps qu'il mûrisse. Et pour lui, ce sera le temps nécessaire pour acquérir suffisamment de force pour échapper. Peu après, la scène se déplace vers l'autre prince qui, furieux, dit que le seul avantage qu'Hydrian a sur lui est ce maudit droit de naissance. Il n'y a pas longtemps, son oncle a soudainement déclaré qu'il le soutenait, puis a pris la fleur du château du Lion de Fer, et maintenant le gars s'en... Quoi qu'il en soit, cela ne fait aucune différence car il a un duel prévu avec lui bientôt. Le gars n'avait pas de bonnes intentions, et un peu plus tard, le moment du duel est enfin arrivé. Wow, si vite. Notre garçon était totalement calme. Puis, honnêtement, il espère ne pas décevoir les attentes du public. Et Hydrian dit qu'il l'avait remarqué avant, mais il parle vraiment trop. Et le petit prince en colère charge droit sur Hydrian d'un coup, qui dit qu'avant, il avait juste l'intention de jouer un peu avec lui. Le pauvre gars tombe au sol en quelques secondes, et tout le monde regarde, surpris. Il en va de même pour l'autre chevalier, se demandant si c'est vraiment le premier prince qu'il connaît. Tout étant réglé, le vainqueur du duel est déjà déclaré, et Hydrian ne perd pas de temps. Peu de temps après, des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles le prince Gilan a perdu contre Hydrian. Peu après, le garçon se réveille, demandant de préparer son équipement car il retourne. Pendant ce temps, l'autre chevalier apparaît, disant que le prince a quitté la capitale avec le comte Valahar immédiatement après le duel. Il a dit qu'il se dirigeait vers le nord, où vit la famille Valahar. En route vers cet endroit béni, Valahar dit qu'il s'est bien amélioré. Changeant de sujet, il voulait savoir pourquoi il était si pressé. Après tout, le banquet s'est terminé il y a peu, et il devrait se reposer quelques jours, et Hydrian dit qu'il n'a aucune intention de rester avec ceux qui ne reconnaissent pas le maître de leur propre pays et continuent de lécher les bottes des chiens de l'Empire. De plus, il s'intègre beaucoup mieux avec les chevaliers qu'avec les nobles, et son oncle dit qu'ils ne sont pas aussi calculateurs que les nobles. Il continue cette conversation ennuyeuse, et son oncle dit qu'il ne peut s'empêcher de penser qu'il est très imprudent. Et Hydrian pense que s'il prend trop de temps, il épousera cette folle. Dans le passé, tous ceux qui ont fait cela ont rencontré leur fin. Pour accélérer sa croissance, il y a un endroit spécifique pour devenir plus fort. L'endroit où tous les humains sont testés à la limite, et où la plupart des poèmes martiaux sont nés. Et c'est évidemment le champ de bataille, n'est-ce pas? À cela, Valahar dit que ses valets sont... Pendant ce temps, le protagoniste grelottait de froid, disant qu'il devra s'y habituer bientôt. Et en regardant sur le côté, Arwan était aussi là, semblant avoir froid. Hydrian lui demande comment elle va, et elle dit qu'elle va bien. Mais elle dit qu'il n'y a pas moyen qu'un chevalier cherche un confort personnel. Et Hydrian pense que c'est une bonne chose qu'il y ait au moins quelqu'un de motivé. En revanche, tout le monde se plaint d'avoir été traîné là sous des ordres royaux. Puis un flashback apparaît avec le roi, disant que les chevaliers royaux ne sont pas ses chevaliers personnels. En gros, c'est pourquoi Karl n'a pas pu aller vers le nord avec eux. Et même si ce corps a commis de nombreuses erreurs, il est toujours sa chair et son sang. Quoi qu'il en soit, peu après, Valahar leur dit d'accélérer le pas, sinon ils seront coincés au milieu de la tempête. Et le temps passe. Valahar leur dit de laisser les carrosses derrière et de prendre juste les chevaux et de continuer à pied. Hydrian... Et alors notre héros appelle Adlia, l'aidant à descendre. En même temps, Arwan apparaît, demandant s'il va bien. Pendant ce temps, la tempête devenait de plus en plus forte, et Hydrian, commençant à vraiment s'énerver, dit à Arwan de s'occuper d'Adlia. Oh, quelque chose comme ça ne ferait que faire porter le vent, alors ils doivent laisser tomber tout ce qui est lourd sauf leurs épées. Chaque pas dans la tempête semblait très lourd, et pour aggraver les choses, certaines personnes commençaient à prendre du retard, et Hydrian, revenant à l'avant, soulève l'homme qui était tombé au sol et commence à le porter. Mec, ce gars est une bête.
Il continue d'avancer vers l'endroit qu'il voulait. Le plus drôle, c'est que cette maudite tempête n'a pris fin que lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit. Et le ciel s'est même éclairci comme si la tempête avait été une illusion. À cela, Valahar se place devant la porte, disant qu'en tant que dirigeant de cet endroit et commandant de la 3e Légion, le gamin regarde autour de lui tout heureux, et son oncle l'accueille au château d'hiver. Le château d'hiver est une forteresse située au nord du royaume, et une forteresse anti-monstre qui, pour les soldats ordinaires, c'est le pire poste possible, et des nobles du monde entier peuvent essayer d'évaluer le prestige politique du château d'hiver. Cependant, pour ceux qui y sont nés et ont grandi, c'est un lieu qui devient le devoir. Ensuite, l'homme là-bas dit qu'il s'appelle Vicente, et qu'à partir d'aujourd'hui, il mettra fin à ses fonctions de commandant par intérim et reviendra en tant que commandant de la compagnie des Rangers, disant qu'il était heureux que son père soit revenu sain et sauf. Ni moi ni le protagoniste ne pouvions y croire, demandant si son oncle avait un fils, et maintenant qu'il y pensait, ils se ressemblaient vraiment, et pour aggraver les choses, leur personnage. Juste après, Valahar présente le protagoniste, disant que c'est le prince Hydrian, et le garçon, s'inclinant, dit qu'il s'appelle Vicente. Fr. En le regardant de haut, Hydrian dit que c'est un plaisir de le rencontrer, et Vicente, furieux, pense que le château d'hiver est une forteresse de guerriers royaux, pas un endroit pour un idiot chassé de la capitale. Fr. Les malentendus commençaient déjà, et il voulait savoir pourquoi il avait encore amené son père, demandant ce qui se passait. Il dit qu'il a décidé de devenir le mentor du garçon et qu'il restera dans le royaume pour l'instant. Fr. Ne comprenant rien, son fils demande s'il n'avait pas abandonné le protagoniste parce qu'il était idiot. À cela, le vieil homme détourne le regard, disant que les gens sont destinés à changer, et il a une seule chose à demander. Fr. Ainsi, le temps passe, et Valahar demande comment se passe le nettoyage des monstres dans les villages. Vicente répond qu'ils réduisent progressivement les nombres, mais il reste encore des endroits à nettoyer. Et maintenant que... Fr. Notre garçon continue d'observer la conversation, et l'autre dit que le problème actuel ce sont les orques. Un petit groupe de moins de 20 s'est installé à l'entrée de la chaîne de montagne, et à ce nombre, il serait difficile pour les Rangers de se battre uniquement avec des... Fr. Hydrian intervient en disant qu'il s'occupera de ce désordre. L'homme à ses côtés dit que les orques de la chaîne de montagne sont différents des orques ordinaires. Et si les choses tournent mal, cela pourrait causer... Fr. Entendant cela, Hydrian appelle son oncle, qui demande à son fils quelle est la taille et la force des orques confirmés. Jusqu'à présent, au maximum 20 ont été cités, et bien que la présence d'un guerrier ou chaman ORC ne soit pas confirmée, Fr. Juste après, Valahar demande si Hydrian est confiant, et immédiatement, Vicente dit que l'entrée est l'une des principales routes utilisées par les Rangers, et si cela devient un champ de bataille, le travail futur sera beaucoup plus difficile. Fr. En entendant tout cela, Hydrian pense que son oncle a élevé un fils très intelligent. Il continue à organiser la stratégie, et Vicente... Fr. Peu après, notre héros annonçait la nouvelle à ses chevaliers, mentionnant qu'il avait reçu la mission de soumettre les orques, et le nombre d'ennemis était de 20. L'autre essaie de trouver une excuse, disant que sa mission est seulement d'escorter le prince. Cependant, Hydrian dit que c'est super, car ils devront le suivre s'ils veulent le protéger. Tout étant réglé, le jeune homme s'en va, pensant qu'ils sont ses soldats, donc il devra les entraîner pour qu'ils soient utiles. À première vue, ils ne semblaient pas très fiables, mais comme ils étaient l'élite choisie par la famille, ils avaient au moins des compétences correctes. Même si certains semblaient suspects, leur spécialité était l'interrogatoire. Un peu plus tard, celui qui guiderait le protagoniste serait Vicente lui-même, qui dit que le prince ne le sait peut-être pas, mais si cette opération échoue, il fera face à un obstacle. Les deux restent là dans cette saine rivalité, et à ce moment-là, un système apparaît pour Hydrian, lui indiquant qu'il est impossible de voir la fenêtre de statue. Tout de suite, Hydrian pense que le gars est... Un seul des chevaliers derrière eux est un vrai ranger. Les autres sont des chevaliers faisant semblant d'être des rangers ordinaires. Ils comptent probablement gérer les choses eux-mêmes si nécessaire, mais il va ignorer ça, car ils ne le connaissent pas. Et sans perdre, avec le temps qui passe, Vicente dit qu'ils doivent marcher en conservant le plus d'énergie possible, sinon leurs mains et pieds gèleront et ils ne se battront pas bien non plus. Le gars continue de parler, et Hydrian pense que le gamin est encore plus bavard. À ce moment-là, ils entendent un bruit, et l'un des soldats, sans perdre de temps, prend une longue vue, remarquant qu'il y avait plus d'orques devant. Ces monstres ne semblaient pas très amicaux, et le soldat demande comment ils allaient procéder. Et bien sûr, mon ami, Et à ce moment-là, l'un des orques remarque leur présence. Tout le groupe fixe le protagoniste, qui pense que ça fait très longtemps. À l'instant, une pluie de flèches est tirée sur les monstres. En même temps, notre garçon tire son épée, et en sautant par-dessus une des attaques, il enfonce sa lame dans ce monstre. Il pense que c'est ce qu'il a toujours désiré. Après tout, le champ de bataille. À ce moment-là, Arwan apparaît,
disant que c'est dangereux, mais il lui dit de ne pas s'en mêler. Le garçon garde son épée levée, pensant qu'il y a plus de 400 ans, les orques n'étaient pas des monstres, mais l'un des fiers maîtres du conte. Ce n'est pas un mythe ni un conte de héros, mais il existait la chanson d'un pauvre homme qui haïssait les orques. Alors Hydriante utilise encore une fois l'un de ses poèmes chevaleresques, et là, une énorme aura apparaît dans le ciel. Le garçon est prêt. À ce moment-là, un flashback apparaît, et le rouquin dit qu'il a entendu que les gens meurent facilement au Winter Castle. Mais le gars lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'y aura pas de raison de se battre. Demandant ce qu'il pense que ce prince inutile va faire en y allant, et il va sûrement rester enfermé dans le château, essayant de voler les exploits de son oncle maternel. Le plus important n'est pas lui, mais son oncle, et tout ce qu'il a à faire est de surveiller les mouvements de Winter Castle et de lui rapporter si quelque chose de suspect se produit, et en lui remettant un sac d'argent, il demande s'il peut faire ça. Le gars, plein de confiance, dit bien sûr qu'il peut. La bataille fait toujours rage, et le pauvre gars tremble de peur, ne sachant pas quoi faire. Dans son désespoir, il charge l'un des monstres, mais il est facilement maîtrisé. À ce moment-là, la énorme bête tombe au sol, et la fille dit que c'est un champ de bataille, et qu'ils ne doivent pas abaisser leurs armes négligemment. Le gars accepte tout sans question, mais il n'y a pas de temps pour reprendre son souffle. Arouan dit à toutes les troupes de se préparer pour la bataille, pensant que leurs nombres sont assez importants, et il semble que ce sera difficile de gérer tous ces orques avec seulement les hommes qu'ils ont actuellement. Cependant, mon ami, à ce moment-là, tout le monde regardait cela avec surprise, et notre héros ne rigole pas. Le gamin était en plein milieu de tous ces monstres, et il ne semblait pas avoir peur, et sans perdre de temps, il charge vers les autres orques. Un flashback apparaît dans son esprit, disant que peu importe combien de fois cette personne tuait, ce n'était tout simplement pas assez, et toujours à la recherche de l'ennemi, il errait à travers la terre. Le mana dans son cœur avait depuis longtemps disparu, mais malgré cela, cette personne maudite ne s'arrêtait pas, et à chaque pas qu'il faisait, l'homme devenait plus vieux et beaucoup plus faible. L'épée démoniaque dans ses mains était ce qui le maintenait en vie, et pour le dernier souhait de ce vieil, il n'était qu'un autre de ces hommes, qui dans son passé avait perdu sa femme et sa fille à cause de cette race. En gros, juste un autre de ces maudits cycles de vengeance. Et enfin, quand il trouva l'ennemi de toute sa vie. Malheureusement, il était... Même ainsi, il avançait vers la créature, mais évidemment, cela ne suffisait pas à mettre fin à ce cycle maudit. L'homme, déjà rattrapé par le vieil âge, était tombé au sol. Mais c'était juste une histoire de plus qui n'a jamais été racontée à personne, et que personne n'a jamais su. Comment il était une épée à l'époque, il sera le seul à se souvenir de tout cela. Et dans le présent, tous les orques avaient déjà été vaincus. Du moins du côté, car sur l'autre champ de bataille, tout le monde luttait encore. Alors qu'Hydrian tient son épée, il pense qu'il se souvient enfin. Pour être plus précis, c'est le poème de vengeance, qui est une chanson inachevée. Quoi qu'il en soit, il doit finir ce maudit vers. Notre héros était complètement concentré sur le champ de bataille, et le système l'informe qu'un nouveau vers a été ajouté au poème de vengeance. Et en récitant le maudit poème, il dit qu'il se tient devant ces monstres pour honorer l'âme de cet homme. Le système l'informe que et en regardant sur le côté, la bataille avait enfin pris fin, et Vincent, brisant une bannière, dit que les orques avaient été complètement anéantis. La victoire était à eux, et Hydrian demande si ce gars là-bas ne s'appelait pas Vincent. Cet homme d'avant a sacrifié, et penser que cet homme aurait le même nom que ce gars, c'est même une coïncidence, car ce vieil homme dit que dans sa prochaine vie, il anéantira définitivement cette race. Peu de temps après, Vincent, tenant la bannière rouge, demande au protagoniste de la prendre car c'est la tradition de son bataillon que le soldat qui a le mieux combattu prenne la bannière de l'ennemi. En gros, un trophée de victoire qui ne peut être remplacé par rien, et son propriétaire. Juste après, Arouan appelle Votre Altesse, disant qu'elle admire son incroyable bravoure au combat. Soudain, tous les soldats s'inclinent devant lui, et le gamin regarde, tout heureux. En levant la bannière, il dit, et ainsi, tous les soldats reconnaissent enfin notre héros, l'accueillant au Winter Castle. Honnêtement, le gamin était vraiment heureux d'avoir obtenu cette bannière, disant qu'il en était le propriétaire légitime. Et juste après, Vincent, tout fier, en entendant cela, Hydrian regarde en silence, puis, mon ami, il ignore complètement le gars et dit à nouveau que cette bannière lui revient de droit. Quelques minutes plus tard, tout le monde mettait le camp des orques en feu. Et Vincent dit qu'étant donné qu'ils ont... Arouan dit que même ainsi, c'est tout de même dommage. Et Vincent dit que la victoire est un hommage suffisant pour les défunts. Consoler les esprits des morts avec le sang de leurs ennemis, c'est un... Et en entendant cela, notre garçon semble immédiatement reconnaître ce jeune homme, se demandant s'il pourrait être la réincarnation de cette personne. Juste après, il demande s'il a trop... Et le gars, trouvant une excuse, dit qu'ils sont juste tombés sur une troupe de rangers à proximité, donc ils ont uni leurs forces. Et Hydrian dit que c'est une coïncidence incroyable.
Mais bien sûr, le gamin ne va pas croire ça, pensant que Vincent... Ensuite, Vincent dit qu'il est étrange qu'une unité d'élite orque soit descendue jusqu'au pied de la montagne et qu'aucun des rangers n'ait détecté leur mouvement. Quoi qu'il en soit, la meilleure option serait de retourner au château. Et Valoar dit qu'ils ont fait un excellent travail, les félicitant d'être revenus sains et saufs. Hydrian était encore tout excité d'avoir obtenu ce drapeau. Mec, ça devient déjà agaçant. En voyant ça, les soldats disent qu'ils le faisaient déjà. Vincent dit à son père que l'unité de combat orque est apparue bien trop tôt. Peut-être qu'ils ont trouvé une proie, ou qu'il s'est passé quelque chose dans les montagnes. Honnêtement, aucune de ces situations n'est bonne pour eux. Et juste après, mais la situation est urgente, lui demandant de le suivre pour l'instant. Tout le monde commence à entrer dans le château. En même temps, Vincent regarde notre héros en disant que sa performance a été impressionnante. En entendant ça, notre garçon Arwan dit que c'est parce qu'il est froid et qu'il a dû se sentir gêné de changer d'attitude si soudainement. À ce moment-là, Adlia apparaît, heureuse qu'il soit arrivé sain et sauf. Maintenant, vous savez déjà ce qui va se passer, non? Et le gamin, mon Dieu, je n'en peux plus. Puis le temps passe, et Vincent dit que dans quelques jours, une unité de reconnaissance sera organisée pour vérifier la situation dans les montagnes. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe là-bas. Ils prévoient de sélectionner uniquement des personnes. Pour cette raison, Votre Altesse n'a pas besoin de s'impliquer dans cette mission. Le protagoniste demande pourquoi il est venu dans sa chambre pour lui dire ce qui avait déjà été dit à la réunion. Et le garçon dit que le commandant l'a ordonné personnellement. À ce moment-là, Adrien, même si pour être juste, ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Après avoir renvoyé le gamin était plongé dans ses pensées, regardant à nouveau ce drapeau. S'il te plaît, ne recommence pas. Il pense qu'il était profondément immergé dans cette bataille. Les poèmes qu'il a ne sont pas vraiment les siens, mais dans tous les cas, il devait les approprier. À ce moment-là, notre garçon entend un bruit, et en regardant sur le côté, il voit un petit oiseau à la fenêtre. Mais mon ami, cette petite chose ne semblait pas très... Et au même moment, cette chose commence à parler, demandant si cela lui a plu, le cadeau qu'elle a envoyé. Adrien la regarde, horrifié, demandant si ce bataillon d'orques apparu au pied de la montagne était à cause d'elle. Et elle dit qu'elle voulait juste donner à... J'espérais que vous accueilleriez ce cadeau chaleureusement. Et Adrien pense que même après que des dizaines de patrouilleurs soient morts à cause de cela, elle parle comme si de rien n'était. Les elfes aiment tout observer de loin, et ils ont dû apprécier de les voir combattre contre le bataillon. Donc, c'est ça qu'ils appellent de la bonne volonté. Et juste après, il lui dit d'arrêter de tourner autour du pot et de dire ce qu'elle veut déjà. La fille dit qu'il est très froid, mais qu'il n'y a rien à faire, puisque l'amour non partagé fait toujours mal. Et parlant à l'oreille du gamin, elle mentionne qu'au fond de la chaîne de montagnes, il y a quelque chose qu'il doit voir. Il y a un être ancien endormi dans ces montagnes, et s'il profite de cette situation, il pourrait... À ce moment-là, le petit oiseau commence à se déformer, et la fille dit que sa connexion est déjà en train de s'épuiser. Juste à ce moment-là, le petit oiseau tombe mort, et Adrien pense que cette... Évidemment, il est clair ce qu'elle veut. Après tout, elle veut qu'il crée un nouvel hymne héroïque, mais dans tous les cas, il va jouer son jeu. Un peu plus tard, Vincent dit que les patrouilleurs entrent et sortent des montagnes comme si c'était chez... Mais même ainsi, ils ne restent que sur les bords, car ceux qui s'enfoncent plus profondément ne reviennent pas. Leur mission est d'empêcher les monstres de descendre de la montagne, pas spécifiquement d'explorer à l'intérieur. Adrien, dans le passé, tous les mystères du monde étaient résolus par des chevaliers cherchant la transcendance, mais cet endroit est resté intact et est une sorte de tabou, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il évalue la situation, c'était très bien. Et juste après, Vincent dit que pour être prudent, il ne devrait même pas envisager d'aller plus loin dans ces montagnes. Adrien lui dit de se détendre car il ne le fera pas. Mais, mon ami, tu sais très bien qu'il va le faire, n'est-ce pas? En pensant qu'il ne le fera pas, peu de temps après, Adrien, en nettoyant son épée, voulait savoir ce qu'il y avait dans ces montagnes. Ça donne envie de sortir et d'explorer tout de suite. Cependant, il a besoin de plus de batailles et de plus de victoires. À ce moment-là, tous les chevaliers prennent leur position et le protagoniste apparaît. Puis son oncle dit que c'est l'endroit. Plus loin au-delà des montagnes, des soldats descendaient, et Adrien se demande pourquoi les éclaireurs fuyaient. Notre héros réalise que quelque chose ne va pas, et son oncle dit que ces monstres auraient dû les rattraper depuis longtemps. Les soldats continuent d'avancer vers la porte, et le soldat là-bas dit qu'à ce rythme, ils seront massacrés. Si c'est le cas, il restera... Et donc, le pauvre gars passe à un endroit meilleur, mais malheureusement, même cela n'était pas suffisant pour que ses camarades s'en sortent vivants. Tout le monde regardait cette situation du haut du mur, et Valoar dit que tous les soldats sauf la garde... Tous les guerriers regardent cette situation avec désespoir, et Adrien demande s'il a amené la juste pour lui montrer ça. Et son oncle dit que oui,
car tout cela était un piège, et s'il avait envoyé des renforts, ils auraient aussi été dévorés. Puis Vincent a pas. Ils ne se soucient pas de leur propre vie, et une guerre d'attrition est exactement ce qu'ils veulent. Quoi qu'il en soit, l'hiver vient à peine de commencer. À ce moment-là, ces monstres commencent à avancer vers la porte, et l'un des soldats, avec une lunette d'approche à la main, regarde l'un des soldats réalisant qu'il était. Cependant, cela ne change pas le fait qu'il y a encore une tonne de monstres, et Valoar, observant la situation, dit que ce gagnant est différent de tous les autres. Le protagoniste se demande si cette maudite elfe est aussi impliquée. Et à ce moment-là, un autre. Le monstre énorme pousse un rugissement fou, et Vincent dit que les monstres vont l'exécuter. Cependant, le protagoniste, tenant le gamin par l'épaule, dit que ce n'est pas ça. Il ne déclare pas une exécution. Avec ça, Adrien comprend immédiatement ce que cet elfe avait dit à propos d'un être ancien endormi dans ces montagnes. Et tout à coup, la grande bête commence à parler, disant qu'il se battra avec honneur et restaurera le nom de sa légion. Puis Valoar demande s'il dit que ses orques ont pris des otages et les défie en duel. Adrien dit que c'est exactement ça, mais aucun des deux ne semble le croire. Il dit que s'ils ne veulent pas le croire, et du haut du mur, notre héros dit qu'il accepte le défi, et tout le monde sauf les duellistes doit reculer de 200 pas et descendre des loups. À ce moment-là, l'orque est surpris, demandant comment un humain peut parler la langue de la tribu, supposant qu'il pourrait avoir le son. Mais Adrien dit qu'il n'a jamais appris tout ça, demandant ce qu'il compte faire. L'orque, à son tour, accepte de le faire, disant que s'il ose rester dans un duel honorable, il ne lui pardonnera pas. Le protagoniste demande alors s'il le croit un peu maintenant, mais les deux n'ont pas. Cependant, mon ami, en même temps, ils ont compris de quoi il s'agissait. Après tout, littéralement tous les orques ont reculé, ne laissant. Valoar dit qu'il a passé des dizaines d'hivers à cet endroit, mais n'a jamais vu quelque chose de tel, et Adrien dit qu'ils devront garder leur surprise pour plus tard. Les exigences de ces salauds sont 5 participants pour le duel, mais ils doivent être choisis parmi ceux qui ont combattu dans la bataille de la chaîne de montagne. Avec ça, le groupe commence à organiser sa stratégie et Adrien, à côté d'Arouan, dit que 2 places. Les soldats sont surpris, disant que c'est très dangereux. Mais le gamin demande qui d'autre que lui pourrait parler aux orques. De plus, il pense qu'il ne pourrait pas refuser quelqu'un d'aussi enthousiaste. Puis il demande à Arouan si elle peut le faire. Quelques minutes plus tard, Valoar demande où il a appris à parler la langue des orques, car il a passé sa vie à penser que ces choses ne savaient même pas communiquer correctement. Et Adrien lui dit juste d'étudier davantage, pensant que seuls les nobles orques qui servent le roi de la. Avec tout réglé, tout le monde était déjà sur le point de descendre du mur, et le groupe partant au combat était enfin décidé. Mec, les choses commencent à devenir intéressantes. Le FR, mais au moment où il y entra, des envoyés elfes, jamais vus dans le royaume, apparurent. Et pour la première fois en 400 ans, le roi des orques émergea du nord. Honnêtement, il ne comprend pas ce qui se passe. FR, le moment de combattre arrive enfin et le protagoniste se sent très confiant. Le roi des orques observe le protagoniste en silence, demandant s'il est son adversaire. FR, mais c'est littéralement l'inverse, car son esprit est le plus fort parmi ses hommes, et de plus, il est le plus digne. Son corps doit sûrement être un délice rare. Et le protagoniste dit alors, c'est drôle que le premier à le reconnaître sans FR. À ce moment-là, Vicente dit que cette chose est bien trop forte, lui demandant de le laisser se battre à sa place. Mais il n'a pas le temps pour ça. Après tout, il avait un autre combat, non? Ces monstres ne semblaient pas prêts à. FR. Adrien dit que les orques n'attendent pas pour dueler comme des chevaliers et chargent l'ORC. Il leur dit de faire tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Au fil du temps, la bataille se poursuit, et honnêtement, il est impossible de dire qui a l'avantage. Le protagoniste, FR. Le monstre dit qu'il est dommage qu'il ait une force si pitoyable pour un esprit comme le sien. Et le gamin, invoquant son cœur de mana, dit qu'ils vont maintenant faire les choses correctement. FR. Et Adrien pense que les émotions éveillées par des centaines de soldats étaient exactement les mêmes que celles de ce vagabond vengeur qui parcourait autrefois les plaines. Plus il y pense, plus il est certain que ce rang FR, et en activant tout son pouvoir, il remercie le monstre d'avoir attendu, mentionnant que cela servira d'offrande pour devenir